L'histoire commence alors que l'un des chefs d'une organisation criminelle se retrouve face au canon d'un pistolet. Il s'appelle Nagashima et n'a pas peur du tout. C'est lui qui a donné le pistolet à l'homme, et il explique qu'il en a un lui-même. La différence entre Nagashima et cet homme, cependant, c'est qu'il ne sort pas son arme à la légère. Il rappelle à l'homme, qui s'appelle Hiroshi, qu'ils sont en train de se livrer à un duel au pistolet et lui dit de tirer. Hiroshi est terrifié, car il essaie de protéger quelqu'un, et il tremble de manière incontrôlable. Nagashima en a assez d'attendre, alors il exige bruyamment que Hiroshi tire, ce que celui-ci fait. Cependant, une milliseconde avant qu'Hiroshi n'appuie sur la gâchette, il constate qu'une balle a déjà pénétré son cerveau. Hiroshi est stupéfait, car cela signifie que Nagashima a été capable de dégainer et de tirer plus vite qu'il n'a pu appuyer sur la gâchette de son arme. Nagashima rappelle à l'homme qu'il fait partie du Gakudo et que la rapidité au tir est sa compétence Gakudo. Hiroshi était le dernier des gardes du corps, il ne reste donc plus qu'une femme et un enfant. Ailleurs, notre protagoniste, Shin, passe à côté d'un homme d'affaires bruyant et désagréable. Shin remarque qu'un téléphone tombe de la poche de l'homme, il décide donc d'agir. À ce moment-là, tout le monde est surpris par un bruit fort qui ressemble à un pneu qui éclate, et nous voyons que Shin a réussi à attraper le téléphone avant qu'il ne touche le sol. Shin dit poliment à l'homme qu'il a laissé tomber quelque chose, et celui-ci le remercie d'avoir sauvé son téléphone personnel. Shin est cependant plus intéressé par la coque du téléphone de l'homme, car il s'agit d'une édition limitée de l'anime Flash Princess. Ce n'est pas une coque ordinaire, mais le modèle S, extrêmement rare. L'homme est stupéfait d'entendre quelqu'un qui connaît si bien cet anime, et il comprend alors que Shin est un otaku de princesse, tout comme lui. Shin confirme qu'il a regardé les 17 saisons de l'anime, et tout le monde regarde ces deux excentriques qui s'extasient devant le personnage féminin S. En général, tout le monde aime les personnages mignons, mais ces deux-là sont fans de la méchante. Dans l'anime, il y a des monstres nés de la solitude qui s'attaquent aux humains, et S est leur protectrice. Les héros veulent mettre fin à ces monstres, mais S s'interpose courageusement entre eux. Ces gars connaissent bien l'histoire de l'anime et récitent même leur citation préférée. Le gars est impressionné par Shin parce qu'il est si jeune, mais il s'y connaît vraiment en matière d'anime de haute qualité. Soudain, il est pris au dépourvu lorsque Shin commence à faire quelque chose d'étrange avec son visage. Shin s'excuse et explique qu'il est incapable de sourire ou de rire. Il craignait que son visage sérieux donne l'impression qu'il ne s'amusait pas alors qu'en fait il adorait la conversation sur la princesse qu'ils avaient, alors il a essayé de donner à son visage la forme d'un sourire. Malheureusement, ses muscles faciaux sont très raides à force d'être sérieux tout le temps, donc cela n'a pas fonctionné. L'homme d'affaires trouve Shin amusant et lui donne sa carte de visite en riant. Son nom s'écrit Gakudo, mais il se présente et explique qu'il se prononce Kiwami. De même, le nom de Shin s'écrit Ninja, mais il dit qu'il se lit Shinoa. Avant qu'il ne puisse continuer à discuter, Kiwami reçoit un appel professionnel et ils se séparent. Kiwami espère pouvoir reparler un jour de princesse avec Shin, et Shin trouve lui aussi que cet homme était plutôt intéressant. À ce moment-là, un corbeau plonge juste devant le visage de Shin et dit, code 334. Le gouverneur a été enlevé, et Shin est chargé de s'en occuper dès que possible. De retour à l'entrepôt, nous voyons que c'est Nagashima qui a enlevé le gouverneur. Elle rappelle à Nagashima qu'il y a de graves conséquences à s'en prendre à un homme politique et l'avertit que la police va bientôt arriver. Nagashima et ses hommes sont amusés par ces menaces, mais Nagashima tire quelques coups de feu autour d'elle, lui faisant peur et lui rappelant qui est aux commandes. Il lui explique qu'elle ne semble pas comprendre complètement la situation, ils sont les Gakudo, et ils ne craignent ni les politiciens ni la police. En fait, c'est plutôt l'inverse, ces soi-disant autorités tremblent devant les Gakudo et se plient à leur volonté. Il révèle que la gouverneure est en réalité un appât, et que son but est d'attirer un certain groupe. La gouverneure est terrifiée lorsqu'elle réalise qu'ils essaient d'attirer, mais il est trop tard. Le bruit sec du verre brisé attire l'attention de tout le monde vers une fenêtre, où l'on aperçoit un étrange impact de balles. Soudain, la gouverneure et sa fille se retrouvent les yeux bandés, sans savoir pourquoi, et elles n'entendent plus rien non plus, car quelqu'un leur a mis des écouteurs sur les oreilles. Une musique d'anime retentit à plein volume dans les écouteurs pour une raison inconnue, et les Gakudo sont vraiment perplexes. À ce moment-là, le bras droit de Nagashima, Ikishi, l'appelle, mais tout le monde est horrifié en voyant ce qui lui est arrivé. Ikishi dit qu'il ne se sent pas très bien, et nous voyons que sa tête a été séparée de son corps. Il s'excuse d'avoir échoué, et nous voyons que c'est l'œuvre de Shine. La pièce sombre dans le chaos le plus total, les Gakudo ne comprenant pas comment Ikishi a pu être éliminé aussi facilement, et Nagashima réalise que le groupe qu'il visait est enfin là. Les politiciens et les policiers n'impressionnent pas les Gakudo, qui ne se soucient que de leur ennemi juré. Cet ennemi sème la terreur parmi les Gakudo, et à juste titre, car une force invisible fait tomber les têtes les unes après les autres avec une précision mortelle et impitoyable. Nagashima attendait ce moment, car cet ennemi juré est un personnage légendaire dans le monde des Gakudo. Nagashima récite une ancienne prophétie Gakudo sur ce qui arrivera à une personne qui se comporte mal dans le monde souterrain, mais il est interrompu.
Il se retourne et aperçoit un homme étrange derrière lui, et Nagashima est horrifié de voir qu'aucun de ces hommes n'est encore en vie. Cet homme étrange est Shin, et il termine la récitation de la prophétie. Celle-ci dit que si une personne se comporte mal dans le monde souterrain, les ninjas viendront la chercher. Nagashima est alors stupéfait lorsque Shine lui dit de se dépêcher de tirer et lui explique que le premier à tirer gagne. Au lieu de cela, Nagashima demande ce qui ne va pas chez les ninjas, et Shin est clairement agacé que cet homme veuille parler plutôt que tirer. Nagashima est extrêmement frustré et souligne que chaque fois que les Gakudo essaient de gagner leur vie, les ninjas apparaissent et les écrasent avec leur force démesurée. Il veut savoir pourquoi, alors Shine regarde le gouverneur et sa fille. La réponse de Shin est simple, les Gakudo entraînent des enfants dans leurs crimes ignobles, et c'est à cause de cette cruauté que Shin ne peut jamais rire ni sourire. Nagashima reproche aux ninjas d'avoir tout gâché, mais Shine n'a aucune envie de continuer à discuter avec lui. Il exige que Nagashima tire, ce qu'il fait, mais la vitesse de la balle est dérisoire comparée à celle de Shine. Shin esquive la balle en un instant et arrache la tête de Nagashima à main nue. Nagashima est impressionné par le ninja, car Shin n'a pas eu besoin de le battre au tir, mais a plutôt battu la vitesse de la balle. Cependant, Nagashima affiche sa confiance dans la victoire des Gakudo, car un certain homme les mènera à la victoire. Cet homme ne sera toutefois pas lui, car son corps s'effondre finalement au sol. L'attaque de Shin s'appelle la lame des ténèbres, et il déclare que sa cible a été éliminée. Le matin, des policiers enquêtent sur la scène du crime. La gouverneure et sa fille sont saines et sauves, et l'équipe de Nagashima a été entièrement éliminée. Le commissaire Maru parle d'un code, NEN, ce qui signifie que des ninjas sont impliqués. Les ninjas détectent les crimes du monde souterrain beaucoup plus rapidement que les policiers et éliminent les méchants. Tout ce qu'ils laissent derrière eux, ce sont les cadavres des criminels et les victimes mises en sécurité. Les ninjas modernes ne servent personne et ne sont liés ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par les lois du pays. Ils éliminent le mal selon leurs propres règles, ce qui en fait en quelque sorte des anti-héros. L'un des enquêteurs ne peut s'empêcher de les admirer, et Maru ne peut que se demander à quoi ils ressemblent. Ailleurs, d'anciens camarades de classe de Shin l'aperçoivent et se demandent s'ils doivent l'inviter à une fête. L'un d'eux refuse, car Shin ne sourit jamais, et il dit que ce n'est pas le genre de personne qu'il veut à une fête. Shin les entend alors qu'ils s'en vont et leur fait remarquer que ce n'est pas qu'il ne veut pas sourire ou rire, mais qu'il en est tout simplement incapable. Shin essaie de se souvenir quand son incapacité à sourire a commencé et comment un médecin lui a dit un jour que c'était dû à un traumatisme. Shin n'a que de vagues souvenirs de son enfance, dont celui d'un homme tatoué attaquant brutalement quelqu'un. Shin voit cependant plusieurs personnes sourire autour de lui, alors il déclare que tant qu'il est le seul à ne pas pouvoir sourire, c'est tout ce qui compte. Quelque temps plus tard, Shine élimine Morgudo et les maudits pour leurs crimes répugnants. C'est alors qu'il tombe sur des coupons suspects et remarque qu'ils dégagent une odeur étrange. Cette nuit-là, Shin rend visite à son grand-père Kai. Shin utilise son talent pour ouvrir une bouteille de soda, et Kai est impressionné de voir que son apprenti l'a surpassé. L'attaque de Shin s'accompagne du doux bruit de la barrière du son qui se brise, et Kai félicite Shin pour sa maîtrise de la lame des ténèbres. Shin lui montre les coupons qu'il a trouvés, et Kai sent immédiatement l'odeur de la drogue. Du papier imbibé de drogue liquide, déchiré comme des coupons que les gens lèchent pour obtenir leur dose. Une nouvelle drogue circule à Tokyo depuis peu, et Kai pense qu'il s'agit peut-être de celle-ci. Shin explique que les Gakudo se comportent bizarrement ces derniers temps, car ils attendent qu'ils se montrent. C'est presque comme s'ils avaient provoqué des troubles juste pour que le ninja se montre, alors Shine est certain qu'il prépare quelque chose. Kai essaie de changer l'ambiance avec une blague, mais il est déçu de voir qu'il n'arrive toujours pas à faire sourire Shin. À ce moment-là, un client en colère se plaint d'un cendrier débordant, alors Kai démontre ses incroyables capacités en s'en occupant en une fraction de seconde. Les ninjas protègent le peuple de cette nation depuis des centaines d'années, et Kai est l'un des 8 ninjas impériaux. Quels que soient les plans que les Gakudo sont en train de concocter, s'ils causent des problèmes dans le monde souterrain, Kai jure de tous les éliminer. Le lendemain, Shine se précipite quelque part. Il commence à paniquer lorsqu'il se rend compte qu'il est en retard, et nous voyons qu'il est venu au magasin Princesse pour acheter des articles en édition limitée qui ne sont disponibles qu'aujourd'hui. Shin doit se précipiter à la fin de la file d'attente, où il est surpris de rencontrer Kiwami. Le dernier épisode de Princesse vient de sortir, les deux ont donc beaucoup de choses à se dire. Kiwami a l'impression que Shine pourrait être un vieil ami tant ils s'entendent bien, et Shin se demande si c'est le destin qui les a fait se rencontrer à nouveau. Après avoir dépensé beaucoup trop d'argent en produits dérivés Princesse, les deux amis décident d'aller déjeuner. Kiwami est furieux lorsqu'il raconte une scène épique de trahison dans Princesse, et il doit retenir ses larmes lorsqu'il pense à la persévérance dont S a fait preuve dans le dernier épisode. Tout le monde au restaurant connaît Kiwami, car il est très sympathique et leur donne toujours des conseils sur la vie. Ils rient tous après que Kiwami ait raconté une blague, alors Shine essaie de se joindre à eux. Shin ne voulait pas paraître impoli en ne s'amusant pas comme les autres, mais son visage est toujours incapable d'exprimer la joie. Shin aimerait changer cela chez lui, alors Kiwami lui fait une suggestion. Il demande d'abord à Shin s'il a des amis,
mais Shin répond que non. Kiwami explique que le meilleur moyen pour Shine de changer cela est de nouer des liens avec les autres. Malheureusement, Shine lui rappelle que son visage ne montre jamais aucune émotion, il lui est donc pratiquement impossible de se faire des amis, même à l'école. Kiwami comprend alors et dit à Shin qu'il sera son ami. Shin est perplexe alors qu'un souffle d'air s'échappe de sa bouche, et Kiwami lui fait remarquer que c'était un rire. C'était la première fois qu'il en faisait un, et Kiwami ne pouvait pas être plus heureux pour son nouvel ami. Après cela, les deux souhaitent pouvoir finir de résumer toute la saison de Princesse, mais Kiwami doit aller travailler. Ils n'ont vu que la moitié des 17 saisons, mais ce n'est pas grave, car ils ont échangé leurs coordonnées et prévoient de continuer une autre fois. Les mains pleines de produits dérivés, les deux garçons se disent au revoir et se séparent. Shin veut aller voir son grand-père immédiatement, car il veut lui dire que pour la première fois de sa vie, il s'est fait un ami. Au restaurant de son grand-père, cependant, Kai reçoit un message du corbeau et décide qu'il devra fermer plus tôt aujourd'hui. Ailleurs, Kiwami rencontre son chauffeur, Yuzawa, qui lui rappelle qu'il a un travail très important à faire. Dans la voiture, l'expression de Kiwami change, et Yuzawa lui fait remarquer qu'il montre son vrai visage. Kiwami enlève alors sa chemise pour révéler plusieurs tatouages qui couvrent le haut de son corps et les marques du Gakudo. On dit à Kiwami que la famille est en plein chaos, les ninjas détruisent leurs profits et le Gakudo s'affaiblit. Leurs jeunes membres les abandonnent et rejoignent des gangs non yakuza. Yuzawa dit que les choses seraient beaucoup plus faciles si Kiwami prenait la tête du Gakudo, mais Kiwami n'aime pas cette idée car il apprécie vraiment son statut de simple employé de bureau. Quant à son rôle dans le monde souterrain, il se contente de rester le patron de l'ombre. Kiwami a cependant un plan pour s'occuper des ninjas, et nous voyons que cela a quelque chose à voir avec le papier imprégné de drogue. Ailleurs, Shine arrive au restaurant de Kai et découvre qu'il a fermé plus tôt. Dans l'une des bases de Gakudo, deux factions s'affrontent violemment. Kiwami entre dans la pièce, et nous voyons qu'il a un comportement complètement différent. C'est lui qui a convoqué la réunion, et il se présente comme le chef de l'ombre Takamoto. Dehors, nous voyons que Kai est arrivé pour sa mission. Il réfléchit à une bonne blague à raconter à Shine, et il est sûr que celle-ci le fera enfin sourire. À l'intérieur, Kiwami révèle à tout le monde qu'il a trouvé un moyen pour eux de régler leur compte avec leur plus grand ennemi, un moyen pour les Gakudo d'éliminer enfin les ninjas. De retour à l'extérieur, Kai reconnaît qu'il ne sait pas ce que les Gakudo complotent lors de cette réunion, mais cela n'a pas d'importance. S'ils ont de mauvaises intentions, il les éliminera tout simplement. Kiwami prononce un discours devant tous les grands pontes du Gokudo au sujet de la grande victoire qu'ils ont remportée sur les ninjas pendant la Seconde Guerre mondiale. Son discours est incroyablement inspirant, et Yuzawa est ému, reconnaissant d'être l'allié de Kiwami. Yuzawa n'est pas le seul à être touché par le discours, car il voit que tous les grands leaders du Gokudo sont à sa merci. Ils sont les chefs de file des Yakuza qui dirigent tout Tokyo, mais ils sont ici émus aux larmes par le discours captivant de Kiwami. Kiwami déclare que l'heure est venue d'éradiquer les ninjas et de laisser place à l'ère du Gokudo. Il brosse un tableau saisissant de la façon dont le Gokudo s'est hissé au sommet depuis les bas-fonds du marché noir et annonce que l'ère de prospérité tant attendue est enfin arrivée. Dans le passé, ce sont les ninjas qui sont revenus de leur défaite, encore plus forts qu'avant. Ils n'avaient plus besoin de compter sur leurs lames ou leurs armes à feu, car leurs mains rapides comme l'éclair étaient devenues bien plus mortelles que n'importe quelle arme. Cela a entraîné la mort d'innombrables Gokudo, car toute résistance était vaine. Beaucoup d'entre eux ont perdu la vie aux mains des ninjas, c'est pourquoi cette partie du discours de Kiwami trouve un écho particulier auprès des chefs de la mafia japonaise. L'un d'eux raconte comment son père a été victime des ninjas malfaisants, et un autre sanglote en pensant à la mort de son patron, tué par les ninjas alors qu'il n'avait torturé qu'une dizaine de personnes. Le discours de Kiwami a fait ressurgir toutes leurs craintes concernant l'extinction des Gokudo, et ils recherchent désespérément un sauveur. Les plonger dans le désespoir est exactement ce que Kiwami cherchait à faire, alors il annonce qu'il a une solution. Tous les chefs pleurent de soulagement lorsque Kiwami leur dit qu'il a enfin trouvé un moyen d'éliminer les ninjas. Ils considèrent tous Kiwami comme leur sauveur et le supplient de leur révéler son plan. Kiwami savoure l'instant, grisé par son propre pouvoir, voyant que tous les chefs Gokudo viennent de devenir ses pions. Baignant dans sa gloire, Kiwami s'apprête à révéler son plan à tout le monde, mais il est interrompu par une vision horrible. Kai vient de faire une entrée macabre en décapitant plusieurs membres du Gokudo, et Kiwami est figé par le choc. Kai a déterminé que ces hommes avaient vraiment un plan diabolique, ce qui signifie qu'il doit les massacrer. Il est évident pour Kai que Kiwami est le meneur, et Kiwami comprend déjà que ce vieil homme dangereux est un ninja. Kiwami reconnaît que les ninjas sont vraiment à la hauteur de leur réputation, car Kai s'est déplacé beaucoup plus vite que l'œil ne pouvait le voir. Kiwami n'a cependant pas la moindre crainte dans son cœur, car il met un morceau de papier imprégné de drogue dans sa bouche, quelque chose se produit dans son corps lorsque les veines autour de ses yeux deviennent rouges, et il révèle qu'il attendait l'arrivée du ninja. Il demande à tout le monde dans la pièce de regarder attentivement, car il va démontrer de première main comment le Gokudo va détruire le ninja. Kai reconnaît les coupons, mais remarque qu'ils ne sont pas identiques, car celui-ci est d'une couleur différente.
Kiwami traverse le tapis rouge de cadavres et réfléchit très attentivement à son adversaire. Le vieil homme est très agile et attaque rapidement à longue distance. Tant qu'il peut voir le vieil homme, Kiwami est sûr de gagner, mais il sait que s'il le perd de vue ne serait-ce qu'une seconde, il le paiera probablement de sa vie. Kai a un mauvais pressentiment au sujet de Kiwami et décide qu'il doit l'éliminer immédiatement. Ainsi, il pourra informer le chef et les 8 ninjas impériaux du danger que représentent désormais les Gokudo. Au fond de lui, Kiwami se dit qu'il ne peut pas mourir maintenant. Il vient de se faire un nouvel ami, Shin, et il doit le retrouver demain pour discuter de leurs animes préférés. Kai pense lui aussi à Shin. Il a travaillé toute la journée sur un jeu de mots hilarant et prévoit de le dévoiler demain dans l'espoir de faire enfin rire Shin. Ailleurs dans la ville, Shin se retrouve à regarder la lune et remarque qu'elle est pleine. De retour à la base, le combat commence avec les deux hommes qui se ruent l'un sur l'autre en même temps. Pendant ce temps, Shin se demande ce que Kai lui réserve pour la suite, car il a beaucoup aimé la dernière fois. Il pense également à son premier ami, Kiwami, et à quel autre épisode de Princesse il pourrait discuter. Les deux personnes les plus proches de lui sont cependant engagées dans un combat à mort, et Kiwami parvient de justesse à esquiver l'une des attaques de Kai. Kiwami est un psychopathe, car il affiche un sourire narquois et continue d'esquiver les attaques incessantes de Kai. Kai est clairement une bête, cependant, car Kiwami perd le contrôle d'une de ses mains pendant un bref instant et manque de perdre la tête. Kai inflige toujours des dégâts importants, mais Kiwami a déjà comblé l'écart et il a Kai dans son champ de vision. Shine apparaît dans l'esprit de Kai à ce moment précis, alors que Kiwami se précipite sur lui et lui assène un coup fatal. Cependant, le poignard enfoncé dans le crâne de Kai ne suffit pas à assurer la victoire, alors Kiwami achève Kai en lui tirant plusieurs balles. Les bras de Kai s'affaissent, et les chefs du Gokudo remarquent qu'ils n'ont jamais rien vu d'aussi incroyable. Le combat est sans aucun doute terminé, alors Kiwami annonce qu'il a réussi à éliminer un ninja. La salle éclate en applaudissements, et tout le monde est stupéfait de voir que la blessure géante de Kiwami guérit sous leurs yeux. Comme si sa victoire ne suffisait pas à les convaincre, cette guérison incroyable leur fait penser que Kiwami est capable de créer des miracles. Kiwami révèle cependant fièrement qu'il ne s'agit pas d'un miracle, mais de ce qu'il appelle les tickets pour l'enfer. Les coupons de drogue qu'ils ont vendus aux gens normaux sont appelés les coupons du paradis. Cependant, celui qu'il vient d'utiliser est une version améliorée qu'il appelle le coupon de l'enfer. Une seule dose revigore le corps à un niveau incroyable. C'est ce qui donnera au Gokudo la vitesse et la force nécessaires pour rivaliser avec les ninjas. Avec des capacités physiques égales à celles des ninjas, Kiwami est sûr que l'utilisation de poignards et d'armes à feu leur donnera l'avantage. L'avantage des ninjas disparaîtra, et les Gokudo contrôleront désormais le monde. La salle éclate à nouveau d'admiration, car tout le monde reconnaît Kiwami comme leur chemin vers la victoire. Yuzawa ne pourrait être plus fier, mais Kiwami déclare qu'ils ne font que commencer. À ce moment-là, Kiwami éprouve un sentiment étrange en regardant Kai, mais il n'y prête pas attention. Son instinct était cependant juste, car Kai, s'accrochant encore à ses derniers instants de vie, maudit la situation après avoir tout entendu. Les Gokudo ont désormais un pouvoir équivalent à celui des ninjas, ce qui met tout le monde en grand danger. Kai sentait que Kiwami était dangereux, mais il n'avait aucune idée de la puissance qu'il allait acquérir. Il déclare qu'il appartient désormais aux 8 ninjas impériaux de terminer ce qu'il a commencé. Kai s'occupe de son petit-fils depuis un certain temps déjà, et il déclare que Shin est le dernier espoir des ninjas. Il a encore besoin de beaucoup d'aide, alors Kai supplie les 8 ninjas impériaux de bien prendre soin de lui. Un flashback révèle que Shin était orphelin et que ce sont les Gokudo qui ont tué toute sa famille. Kai a reçu pour mission de former Shine et de lui apprendre à devenir un ninja capable de protéger le pays un jour. Le responsable était cependant sans pitié, car il a ordonné à Kai d'éliminer Shine s'il ne montrait pas de talent. Kai n'en tint toutefois pas compte et commença immédiatement à entraîner Shine. Il décida de commencer par les techniques de base du shinobi et ses premiers mots à Shine furent de lui demander de lui prendre la main. Kai répète ces mots à présent, mais ce sont ces derniers. Tout le monde dans la pièce regarde alors son corps commencer à briller, et Kiwami est horrifié lorsqu'il réalise ce que Kai s'apprête à faire. Il n'y a cependant pas le temps de réagir, car Kai déclenche une explosion, mettant fin à sa vie et détruisant tout le bâtiment. Shin sent immédiatement quelque chose lui parcourir l'échine, mais il n'a aucune idée de ce que c'est. De retour sur le champ de bataille, Kiwami est choqué de voir jusqu'où Kai était prêt à aller. Il félicite Kai de s'être sacrifié pour assurer la mort de tous les chefs Gokudo, mais Kiwami reste de marbre. Ces vieux schnocks étaient certes importants à ses yeux, mais ils n'étaient que des pions. Les personnes qui lui tenaient vraiment à cœur, appelées les Agokudo de la destruction, sont toujours en vie. Ils ont réussi à survivre à l'explosion grâce au coupon de l'enfer, et ils sont prêts à détruire les ninjas et tout le pays. Kiwami est prêt à les diriger, alors il passe en revue son plan. Les ninjas flairent le crime et fondent dessus, alors Kiwami prévoit d'utiliser cela contre eux. Il ordonne à ses hommes de se livrer à des actes malveillants afin d'attirer les ninjas. Ceux-ci mordront sûrement à l'hameçon, et c'est à ce moment-là que les Gokudo passeront à l'attaque. Quant au vieux ninja qu'il vient de vaincre,
Kiwami demande à ses hommes d'en récupérer quelques morceaux comme preuve de l'attaque ninja. Kiwami veut également envoyer un message, et il a prévu quelque chose de sinistre. Le lendemain matin, un groupe de personnes se rassemble autour de quelque chose posé au sol. Cela a l'air dégoûtant, et il se demande s'il s'agit d'une œuvre d'art contemporain. Il s'agit d'un poignard planté dans un monticule de viande hachée, qui fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Les gens pensent qu'il s'agit d'une œuvre d'art d'un artiste inconnu, mais la réalité est bien plus sadique. Shine se trouve à proximité, il va donc voir de quoi il s'agit, mais il est horrifié lorsqu'il aperçoit le monocle de son grand-père. La réalité déchirante s'impose immédiatement à Shine lorsqu'il imagine le visage de son grand-père, et il est obligé de réfléchir à la façon dont un homme aussi gentil a été déshonoré. Son choc se transforme rapidement en rage, et la force de sa colère fait fuir les corbeaux. Avec toute la colère qui transparaît dans sa voix, Shine demande à l'un des corbeaux bavards d'informer les 8 ninjas impériaux. Les Gokudo ont pris la vie de son grand-père Kai, et il veut se venger. Alors que Shine se tient là, son monde entier bouleversé, Kiwami apparaît de nulle part. Il salue son ami avec désinvolture après l'avoir croisé par hasard et explique qu'il a immédiatement reconnu Shine. Shine a une coiffure unique et une posture particulièrement mauvaise. Kiwami annonce fièrement qu'il vient de faire quelque chose d'incroyable au travail, et que ce soir, c'est lui qui paie les boissons. Shine enfouit ses émotions au plus profond de lui-même afin de pouvoir agir normalement, et il taquine Kiwami en lui disant qu'il a l'air ridicule avec une cravate sur la tête. Alors que Kiwami plaisante en disant que cela va devenir une nouvelle tendance, il remarque que le message qu'il a laissé a disparu. Il en conclut que les ninjas ont dû venir le chercher, alors il n'y prête plus attention et les deux amis se rendent au bar. Ironiquement, l'amitié entre le protagoniste et son ennemi est une tradition dans la série d'animes Princesse que les garçons aiment tant. Ils connaissent tous les ennemis avec lesquels le héros principal s'est lié d'amitié, et il y en a même un où ils ne savaient pas qu'ils étaient secrètement ennemis alors qu'ils devenaient meilleurs amis. Le conflit qui a éclaté lorsqu'ils l'ont découvert était vraiment amusant à regarder, car il a tenu tout le monde en haleine. Shin fait de son mieux pour faire semblant d'être normal, mais au fond de lui, il est submergé par la haine. Il ne comprend pas pourquoi la vie de son grand-père a dû prendre fin, et il se demande avec rage lequel des salauds de Gokudo est derrière tout ça. Pendant ce temps, Kiwami réfléchit à la suite des événements. Il aimerait savoir où se cachent les ninjas afin de pouvoir les attaquer en premier, mais pour l'instant, ils devront se contenter de les attirer hors de leur cachette. La rage continue cependant de bouillonner en Shine, et il promet de trouver le responsable afin de pouvoir se venger. L'anime Princesse existe depuis si longtemps qu'il a couvert tous les clichés de l'anime. Il y a même un épisode où un vieil ennemi tue le maître du protagoniste. La voix de Kiwami se transforme cependant rapidement en bruit de fond, car Shine ne peut penser qu'à son grand-père. Kai a toujours aimé le café, mais il reconnaît que noyer ses soucis dans l'alcool est un plaisir de l'âge adulte. Shin est prêt à essayer, mais il est encore jeune et Kiwami tente de l'en empêcher. Un peu d'alcool finit tout de même par atteindre le visage de Shin, et un seul regard suffit pour que Shine tombe à la renverse. Kiwami craint pour la vie de Shin et se demande s'il a besoin d'un médecin, ce qui surprend Shin. Kiwami est vraiment inquiet pour lui, alors Shin décide qu'il est vraiment quelqu'un de bien et se réjouit que Kiwami soit son premier ami. Après avoir réalisé qu'il pouvait faire confiance à Kiwami, Shin lui présente ses excuses pour son comportement et lui révèle qu'il vient de perdre quelqu'un qui lui était très proche. Cette personne était comme un parent pour lui, et Shine l'aimait plus que quiconque. C'est pourquoi il essayait d'étouffer sa douleur avec l'alcool. Kiwami exprime ses regrets et révèle qu'il comprend parfaitement ce que ressent Shin. Perdre quelqu'un d'important est atrocement douloureux, et même l'alcool ne peut noyer cette tristesse. C'est pourquoi, dans un moment comme celui-ci, Kiwami dit que la seule solution est pour lui de pleurer à chaudes larmes. Kiwami le supplie de laisser libre cours à ses émotions afin qu'elles ne le submergent pas, et il laisse Shine pleurer sur son épaule jusqu'à ce que ses larmes se tarissent. Personne n'avait jamais dit cela à Shine auparavant, et après une tragédie aussi horrible, les larmes de Shin se mettent à couler à flot. Après coup, Shin s'excuse d'avoir causé tant de problèmes. Kiwami insiste pour lui appeler un taxi pour rentrer chez lui, mais Shin lui assure qu'il se sent beaucoup mieux maintenant. Kiwami lui rappelle de boire beaucoup de jus de légumes pour soigner sa gueule de bois, et les deux amis se disent au revoir. Kiwami pense à la douleur que Shine doit ressentir en ce moment, et il est choqué lorsqu'il se rend compte qu'il est lui-même en train de pleurer. Peu après, des hommes s'apprêtent à voler Shine, ivre et inconscient. Mais leurs efforts sont interrompus lorsque le ninja utilise une lame de ténèbres pour déclencher un immense incendie derrière eux. Les voyous s'enfuient pour sauver leur vie, et nous voyons que quelqu'un est venu chercher Shine. Ailleurs, nous voyons que Yuzawa a rassemblé un groupe d'orphelins ninjas. Ce sont des enfants dont toute la famille a été éliminée par les ninjas. Yuzawa les a recueillis, tout comme son mentor, Takamoto, l'avait recueilli. À ce moment-là, Yuzawa fait preuve d'incroyables réflexes en réussissant à empêcher une balle d'atteindre Kiwami. Kiwami est déçu de voir qu'un autre tueur à gages est arrivé pour se venger au nom de quelqu'un d'autre, et Yuzawa lui assure qu'il s'occupera de cet homme. L'homme tire sur Yuzawa qui s'approche, mais Yuzawa est un véritable tank humain. Les balles transpercent son corps,
mais Yuzawa ne bronche même pas. C'est une incroyable démonstration de puissance, mais Yuzawa explique qu'il est en fait la personne la moins intéressante parmi les Agokudo de la destruction. Cependant, son corps est incroyablement résistant, et il choisit de ne jamais cesser d'avancer. L'homme réalise qu'il a fait un choix terriblement mauvais en venant ici, mais il est trop tard, car Yuzawa annonce son talent Gokudo. Il s'agit de la marche du Yakuza, et son coup de poing frappe l'homme comme un bus. Les orphelins l'acclament, et Yuzawa lui dit probablement qu'un bol de ragoût de bœuf est tout ce dont il a besoin pour soigner les petites égratignures qu'il a reçues après avoir été touché 15 fois par balle. Kiwami lui dit de profiter, car plus tard, il mettra Yuzawa au travail dans la clandestinité. Ailleurs, le type qui est venu chercher Shine appuie rapidement sur les boutons d'un ascenseur pour déverrouiller un étage caché. Là, une femme accueille les deux membres ninjas impériaux de retour au nid de Pi. La femme se demande si Shin a besoin d'une bonne gifle pour se réveiller, mais Nodoka lui demande plutôt de lui apporter une couverture. Nodoka n'a jamais vu cet autre homme qui se trouve là, alors celui-ci lui dit qu'il s'agit de Zanzu. Nodoka réalise alors qu'il s'agit du chef des 8 ninjas impériaux, et il souhaite simplement que Zanzu revienne à son visage normal. Zanzu a déjà été informé de ce qui s'est passé. Le numéro 2 des ninjas impériaux n'est plus en vie, ce qui le rend furieux. Il maudit les Gokudo, qui défient les ninjas depuis maintenant 70 ans. Dans sa rage, Zanzu montre sa capacité à se transformer. Il déclare qu'ils vont d'abord découvrir le coupable et le tuer. Ensuite, ils devront découvrir comment ils ont réussi à éliminer un ninja. Ils ont peut-être un secret, ce qui pourrait causer de gros problèmes à tout le pays. Nodoka est émerveillé par les capacités de Zanzu chaque fois qu'il les voit, et on les appelle « être tout et faire tout ». Cela signifie qu'il peut devenir n'importe quoi et accomplir n'importe quoi. Il est le ninja le plus âgé et le plus fort, et il possède le trait le plus unique. Nodoka révèle ensuite qu'il pense connaître l'identité du coupable. Le monocle de Kai est orné d'une gemme qui cache en réalité une minuscule caméra. Les ninjas sont fiers de laisser quelque chose à leurs camarades, et Nodoka déclare fièrement que la mort de Kai ne sera pas vaine. Il est certain que Kai a filmé le visage du coupable, mais Shiki dit que la caméra est assez endommagée. Heureusement, elle pense pouvoir récupérer les données et elle va tout faire pour réaliser le dernier souhait de Kai. À ce moment-là, Zanzu révèle qu'il a un moyen de découvrir comment un Gokudo a pu éliminer un ninja. Les Gokudo sont de nouveau en train de mijoter quelque chose, et il prévoit d'obtenir des informations, car il sait où ils se trouvent. Ils sont dans le quartier de Shinjuku, dans les ruines du club souterrain secret des forces américaines. Pour une raison quelconque, un Gokudo y retient en otage 100 gangsters de bas niveau de Tokyo. En y jetant un œil, nous découvrons qu'il s'agit de Yuzawa. Zanzu explique que la nuit dernière, tous les chefs des Gokudo de Tokyo ont perdu la vie dans une énorme explosion, et que Kai était très probablement impliqué. Nodoka décide d'aller voir ce que font les Gokudo dans le club souterrain, mais il demande à y aller seul. Shiki s'inquiète pour lui, mais Nodoka répond qu'il ne veut mettre personne d'autre en danger. Il lui demande de veiller sur Shine, car il a besoin de se calmer en prenant la vie de quelques Gokudo. Zanzu sait qu'il ne peut pas l'en empêcher, car Nodoka était également très proche de Kai. Zanzu n'est toutefois pas inquiet, car il est sûr que Nodoka peut se débrouiller seul. Nodoka est le ninja le moins expérimenté parmi les 8 impériaux, mais Zanzu révèle que personne ne l'a encore battu. Sous terre, Yuzawa dit à ses hommes de se dépêcher, car ils ont presque fini de collecter 100 têtes. À ce moment-là, Yuzawa sent quelque chose et il gronde les orphelins pour lui avoir apporté la mauvaise eau. L'un des autres Gokudo essaie de dire que ce n'est pas grave, mais on lui répond que Yuzawa sait ce qu'il fait. Yuzawa renvoie les orphelins au magasin, et nous voyons combien il y a de Gokudo dans son groupe. Une fois les orphelins partis, Yuzawa déclare qu'il est temps de montrer aux ninjas de quoi ils sont capables, et il dit aux ninjas qui se cachaient de sortir enfin. Il s'agit de Nodoka, qui félicite Yuzawa d'avoir renvoyé les enfants pour les protéger du massacre qui va avoir lieu. Yuzawa remarque que Nodoka a également attendu, mais Nodoka en a assez d'attendre. Alors que Nodoka libère ses flammes, il déclare que les Gokudo se sont mal comportés dans le monde souterrain et qu'il doit donc les exterminer. Les Gokudo n'ont cependant rien à craindre, car ils ont désormais le coupon de l'enfer, et Yuzawa ordonne à tous ses hommes de le prendre. Pendant ce temps, nous voyons que Shine s'est réveillé et qu'il se précipite vers la cachette de Gokudo. Il est désespéré de retrouver Nodoka car il a un très mauvais pressentiment au sujet de la situation et il ne veut pas que Nodoka finisse comme son grand-père. Ailleurs, les orphelins sont impatients de trouver la bonne eau pour leur patron cette fois-ci, et ils tombent sur une personne mystérieuse. De retour auprès de Nodoka, celui-ci promet une fois de plus d'éliminer quiconque se comporte mal dans le monde souterrain. Yuzawa et tous ses hommes prennent un coupon de l'enfer, et Yuzawa demande à Kiwami de donner du pouvoir au Gokudo. Ailleurs, Kiwami explique que Yuzawa est le plus insignifiant des Agokudo de la destruction, et qu'on pourrait même dire qu'il est le plus faible. Cependant, c'est précisément pour cette raison qu'il est la personne idéale pour cette première mission. Si le membre le plus faible parvient à mettre fin à la vie d'un ninja à l'aide du coupon de l'enfer, alors l'espoir brillera sur l'avenir des Gokudo.
Il s'agit d'un combat entre les faibles et les forts, et Kiwami ne peut que se poser une question, les forts vont-ils dévorer les faibles, ou les faibles vont-ils mordre les forts? De retour auprès de Nodoka, il se présente officiellement, car il est de bon ton de donner son nom à ceux que l'on s'apprête à éliminer. Nodoka explique qu'il est là pour venger son maître et découvrir le secret des Gokudo. Il annonce qu'il va tous les brûler vifs, mais Yuzawa l'arrête pour se présenter. Son but est de venger tous les Gokudo qui sont tombés, et il promet de prendre la vie du ninja. Nodoka utilise sa lame des ténèbres appelée « spectaculaire floraison de chaleur brûlante », qui consume instantanément tous les hommes de Yuzawa. Ceux-ci hurlent de douleur, et Yuzawa est horrifié de les voir tous tomber après la première attaque de Nodoka. Yuzawa tire sur son terrifiant adversaire, mais Nodoka ne bouge pas d'un pouce. Les balles ne l'atteignent pas du tout et sont simplement fondues par les flammes écrasantes de Nodoka. Yuzawa ne peut même pas comprendre ce genre de pouvoir, car il détermine que la chaleur que Nodoka dégage est tout simplement trop intense pour que quoi que ce soit puisse s'approcher de lui. Nodoka passe calmement à l'offensive et lance une attaque de feu. Cette attaque apparemment faible enveloppe en fait tout le corps de Yuzawa dans les flammes, et il ne peut que se demander ce qui se passe. Son esprit sombre dans la folie, mais Nodoka révèle que son feu n'est pas sa seule force. Nodoka apparaît instantanément devant Yuzawa et lui enfonce son poing dans le corps. Yuzawa est frappé par la terrifiante réalité qu'il ne vivra plus très longtemps, alors il espère simplement que les orphelins ont pu s'en sortir vivants. Malheureusement, un coup d'œil à l'extérieur révèle que la plupart d'entre eux ont été décapités par le mystérieux personnage. Il n'en reste qu'un, mais il tombe sur Shine. Shine comprend que ce garçon est un Gokudo en raison de ses origines, et celui-ci est terrifié lorsqu'il réalise que Shine est un ninja. Ce garçon s'appelle Ryota, et il comprend même que Shine est un monstre d'un tout autre niveau que les autres. Le regard de Shine fait comprendre à Ryota qu'il va bientôt perdre la vie, et il est donc choqué lorsque Shine passe simplement devant lui sans s'arrêter. Shine comprend que le jeune homme n'a jamais tué personne auparavant, alors il lui dit qu'il n'a pas le temps de s'occuper d'un novice comme lui. Ryota est d'abord soulagé, mais il se souvient de quelque chose. Un flashback montre la première rencontre entre Ryota et Yuzawa. Toute sa famille a été éliminée par des ninjas, et il vivait en marge de la société en tant que Gokudo de bas niveau. N'ayant nulle part où aller, Ryota se demande s'il ne devrait pas simplement mettre fin à ses jours. Yuzawa le traite d'imbécile pour avoir seulement pensé cela et lui dit d'ignorer ce que la société pense de lui. Yuzawa déclare que les Gokudo regardent toujours vers l'avenir et exige que Ryota ne baisse plus jamais la tête. Ce souvenir de son mentor fait pleurer Ryota, et sa nouvelle détermination le pousse à consommer le coupon de l'enfer. Ryota se force à arrêter Shine et déclare que s'il fuit un ninja, il ne pourra plus jamais affronter son mentor. Ryota jure qu'il ira de l'avant quoi qu'il arrive, comme on le lui a enseigné, et pour lui, affronter un ninja signifie aller de l'avant. Il ne laissera pas Shine passer, même si cela lui coûte la vie, et il promet de protéger son mentor. Ryota est choqué lorsque Shine le qualifie de « bon gars » et lui révèle qu'il a pris sa décision. Shine comprend clairement que ce type est très déterminé, il n'a donc pas d'autre choix que de mettre fin à ses jours. La peur revient chez Ryota lorsque Shine lui explique qu'il souhaite également rejoindre l'un de ses amis. Shine se présente officiellement et déclare qu'il accordera à Ryota le plus grand respect avant de l'éliminer. Ryota comprend enfin le sens de ses combats, et toute sa peur le quitte. Il se présente également au ninja et déclare que se faire tuer avec respect serait un honneur. Ryota n'a toutefois pas l'intention de se laisser faire, et il dit à Shine qu'ils vont se battre sans tenue. Le combat commence, et Ryota se surprend lui-même en réussissant à asséner un coup de poing au visage de Chin. Shine complimente l'attaque, car il a pu sentir que Ryota l'avait volé, et il riposte. Ryota la bloque cependant et explique que tout son style de combat repose sur des coups de poing et des défenses dures comme le fer, c'est son talent Gokudo, appelé « bras de fer de la force virile ». Un autre de ses coups de poing de fer repousse Shine, qui constate que ses propres attaques sont facilement bloquées par Ryota. Pendant qu'ils se battent, Ryota ne peut s'empêcher de penser à la fierté que Yuzawa éprouverait pour lui. Il se bat à armes égales avec le puissant ninja, mais finalement, l'une des attaques de Shine lui cause des dégâts. Shine révèle qu'il s'agit de la lame des ténèbres appelée Aura Ultimate Pénétration. Son raisonnement était simple, chaque fois que quelque chose est aussi solide que le fer, il le brise. Shine utilise alors la même attaque, mais cette fois-ci, il s'agit d'une rafale. Ryota n'a d'autre choix que d'essayer de se défendre, mais les coups incessants de Shine le touchent à chaque fois en plein cœur. Ryota lutte énormément, car ses bras de fer ne tiendront plus très longtemps, et Shine ne montre aucun signe de ralentissement. En fait, c'est plutôt le contraire, car Shine semble devenir plus fort au fur et à mesure que le combat avance. Finalement, Shine se prépare à porter un coup fatal, et Ryota ne peut que penser à Yuzawa avant que l'attaque de Shine ne le mette brutalement en pièces. Le combat est terminé, et Shine reconnaît Ryota comme un adversaire coriace qu'il en est venu à respecter. Pendant ce temps, dans la pièce, le corps de Yuzawa s'effondre lorsque Nodoka met fin à ses jours. Nodoka ne peut s'empêcher de pleurer lorsqu'il dit à grand-père Kai qu'il a été vengé, et il promet toujours d'éliminer le Gokudo, qui lui a en fait ôté la vie. Cependant, alors qu'il s'en va,
Nodoka est choqué d'entendre à nouveau la voix de Yuzawa. Yuzawa révèle que la mare de sang provenant des nombreuses têtes coupées plus tôt a aidé à éteindre les flammes de la dernière attaque de Nodoka. Nodoka est stupéfait de voir que Yuzawa est toujours en vie malgré le trou géant dans son corps. Yuzawa dit avec colère au ninja de ne pas sous-estimer les Gokudo, car il refuse de se rendre tant qu'il n'aura pas restauré leur honneur. Nodoka devient encore plus inquiet lorsqu'il se rend compte que tous les Gokudo qu'il vient de brûler sont également toujours en vie. C'est une scène cauchemardesque, car Nodoka fait remarquer que des humains normaux ne pourraient pas résister à ce genre d'attaque, cela devrait être impossible, mais il se souvient les avoir vus consommer quelque chose juste avant le combat. Il n'y a pas d'autre explication, et il en conclut que cela doit être le secret qui a permis au Gokudo de mettre fin à la vie d'un ninja. Pendant ce temps, Yuzawa a également compris quelque chose, alors qu'il retire un petit morceau de peau de son corps. Il s'avère que l'attaque de Nodoka projette de minuscules morceaux de peau surchauffés, et c'est ainsi qu'il a pu mettre le feu à Yuzawa et à ses hommes. Yuzawa en déduit que le corps du ninja de feu est probablement adapté de manière unique pour supporter une chaleur extrême, et qu'il flotte dans les airs en utilisant les courants ascendants générés par cette même chaleur. Cela résout le mystère du fonctionnement de ses attaques, mais Yuzawa se demande toujours comment il est censé le battre. Il ne lui reste qu'un seul poignard pour attaquer. C'était en fait un cadeau de Kiwami, et Yuzawa était impressionné que la lame puisse résister à une chaleur aussi intense. Les chances sont contre lui, mais Yuzawa était convaincu que ce poignard serait tout ce dont il avait besoin pour vaincre Nodoka. Nodoka, quant à lui, réalise qu'il connaît désormais le secret du Gokudo et qu'il doit éliminer Yuzawa afin de pouvoir le révéler immédiatement aux autres. Nodoka s'envole à nouveau dans les airs, et Yuzawa se rappelle qu'il doit continuer à aller de l'avant comme toujours. Sa devise est de ne jamais cesser d'avancer, mais il est horrifié lorsque son corps commence à le lâcher. Yuzawa se rend compte qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, mais il n'avait de toute façon pas l'intention de laisser quoi que ce soit après ce combat. Il demande à Kiwami de lui donner de la force une dernière fois, et Nodoka est stupéfait lorsque Yuzawa se poignarde. Il ne comprend pas ce que fait ce fou, mais Yuzawa déclare que ce blessé lui a donné un regain d'énergie. Nodoka n'en croit pas ses yeux et ne peut que reconnaître que Yuzawa est une sorte d'enfer déchaîné de détermination. La détermination de Yuzawa se propage aux autres Gokudo, qui se poussent eux aussi à bout, et ils travaillent ensemble pour atteindre Nodoka. Ils appellent cette attaque la tour de la famille, et Nodoka est choqué car ils ne le laissent pas s'échapper. Même si leur corps brûle et que leurs cris remplissent l'air, les Gokudo surmontent la douleur. Ils avancent comme Yuzawa leur a toujours dit de le faire et ils crient à Yuzawa de terminer le combat. Yuzawa bondit en avant avec sa lame tout en remerciant ses fidèles combattants, et il utilise son attaque, marche du Yakuza. Il grimpe sur sa montagne de soldats et Yuzawa parvient à plonger sa lame dans le cœur de Nodoka. Cependant, Nodoka lui arrache la tête en retour. Nodoka est choqué d'apprendre jusqu'où les Gokudo sont prêts à aller, et Yuzawa utilise ses derniers instants pour penser à la belle vie qu'il a eue. Il imagine toutes les personnes qui lui sont proches et à la vision de rencontrer le légendaire chef des Gokudo, Takamoto. Yuzawa a toujours suivi ses traces et a fait de son mieux pour honorer les Gokudo. C'était pénible d'endurer autant de souffrances, mais Yuzawa était fier d'avoir réussi à aller de l'avant. Des larmes coulent de ses yeux alors qu'il s'agit là de sa dernière pensée avant de mourir. Pendant ce temps, Nodoka souffre énormément, mais il se dit qu'il ne peut pas perdre la vie ici. Il doit révéler aux autres le secret des Gokudo, mais son corps n'en a plus la force. Il veut désespérément vivre, mais cela n'a pas toujours été le cas pour lui. Nodoka détestait sa vie auparavant et voulait qu'elle s'achève. Il a dû endurer plusieurs épreuves pendant son enfance, comme les violences physiques infligées par tous les membres de sa famille. Même lorsqu'il était orphelin, le directeur de l'orphelinat a tenté de mettre fin à ses jours et de vendre ses organes. Chaque fois que l'un de ses problèmes atteignait son paroxysme, l'esprit de Nodoka devenait incontrôlable et son corps tout entier s'enflammait, mettant le feu à tout ce qui l'entourait. Nodoka en avait assez de son corps et de sa vie. Il était prêt à en finir, mais Shine est apparu de nulle part pour l'en empêcher. Shine était convaincu que Nodoka serait gêné de perdre la vie de cette manière, et Nodoka lui a expliqué à quel point tout était terrible. Il l'a averti qu'il ne pouvait pas contrôler les flammes et que Shine serait brûlé vif s'il restait près de lui. Shine n'était cependant pas effrayé le moins du monde, déclarant que le feu n'était rien, l'entraînement spécial de son grand-père Kai était bien pire que n'importe quelle flamme. Shine enquêtait sur le Gokudo qui vendait des organes prélevés sur des orphelins, mais l'endroit était déjà en feu. Shine décida d'emmener Nodoka avec lui et lui expliqua qu'il était un ninja. Il dit à Nodoka de s'entraîner physiquement, car s'il apprenait à contrôler son corps, il pourrait aider les gens. Shine fit remarquer qu'ils ne pouvaient pas choisir leur famille ou leur corps à la naissance, mais qu'ils avaient le choix quant à la façon dont leur vie se terminerait. Il assura à Nodoka que s'il passait sa vie à aider les autres, il mourrait avec le sourire aux lèvres. Quant aux ninjas, ils vivent dans l'attente du jour où ils pourront mourir avec le sourire aux lèvres. Nodoka fut incroyablement inspiré par ces paroles, et il fut choqué d'apprendre que Shine n'avait que 10 ans à l'époque. Nodoka est déterminé à raconter à Shine ce que font les Gokudo, car il ne pourra plus sourire s'il perd la vie maintenant. Ne pas mourir en vain est la fierté d'un ninja,
C'est pourquoi Nodoka est plus déterminé que jamais à accomplir sa mission. Il prend le coupon de l'enfer dans la bouche de Yuzawa et se sent soulagé de savoir qu'il s'est rapproché de son objectif. Malheureusement, le destin est cruel, car sa vie s'achève d'un seul coup de feu. C'est un homme nommé Yajima qui a tiré, accompagné de Kiwami et d'une fille nommée Gamut. Kiwami ne peut s'empêcher d'admirer les capacités spéciales de chaque ninja. Kai avait des bras qui pouvaient s'étirer à l'infini, et Nodoka avait la capacité d'allumer des feux, brûlant tout autour de lui. Un pouvoir terrifiant, certes, mais Yuzawa l'affronta courageusement malgré tout. Kiwami connaissait Yuzawa depuis longtemps, et c'était tout à fait son genre de sacrifier sa vie pour vaincre un ninja. Fort de cette grande victoire, Kiwami déclare que les faibles ont enfin pu riposter contre les forts. Gamut est apparemment folle, car elle dit que tout cela n'a servi à rien puisque Yuzawa a quand même perdu la vie, mais Kiwami la gronde et lui rappelle d'être gentil avec ses amis. Gamut promet de ne plus le mettre en colère, mais Kiwami ne sait même pas vraiment ce que sont les émotions. Il a un passé sombre, car il reproche à sa vie familiale et à un accident d'être la raison pour laquelle il ne peut rien ressentir. Kiwami comprend les émotions et la théorie, et il peut les jouer, mais il ne sait pas ce qu'elles font ressentir. À cause de cela, il ne pourra jamais vraiment s'identifier à qui que ce soit dans ce monde. Cependant, c'est grâce à cela qu'il comprend mieux que quiconque ce que signifie être seul. Il s'excuse auprès de Yuzawa parce qu'il est incapable de verser des larmes pour lui. À la place, il se couvre le visage du sang de Yuzawa pour symboliser des larmes de sang. À ce moment-là, Shine arrive, mais il ne voit que 3 silhouettes debout au milieu des flammes. Kiwami le voit également, mais il ne sait pas qui il est. Il pourrait s'agir d'un des employés du bâtiment ou même d'un ninja. Il n'y a cependant pas de temps à perdre, car ils ont beaucoup de nettoyage à faire et doivent partir. Pour punir Gamut d'avoir manqué de respect à Yuzawa, il lui ordonne de rester sur place et de se débarrasser de cette personne, quelle qu'elle soit. Il dit qu'il l'attendra dans la voiture et ne lui accorde que 3 minutes avant de la laisser. Shine leur crie de ne pas s'enfuir, mais il est choqué lorsqu'il voit le corps sans vie de Nodoka. Heureusement, Nodoka semble encore en vie, mais ses blessures signifient qu'il ne tiendra pas longtemps. Nodoka essaie de parler, mais il arrive à peine à prononcer quelques mots. Shine lui dit de ne pas trop se forcer et lui explique qu'il va simplement lire sur ses lèvres. Les seuls mots qui sortent sont pour avertir Shine d'une attaque. Soudain, Gamut tombe du plafond, mais Shine est furieux et elle doit repartir. La rage de Shine transparaît dans chacun de ses mots alors qu'il répète sans cesse qu'il va mettre fin à la vie de la jeune fille. Gamut ne comprend même pas d'où vient toute cette rage, mais Shine s'en moque et continue de lancer des attaques. Shine répète sans cesse qu'il va la tuer, et Gamut est terrifiée de le voir devenir fou furieux comme ça. Elle est folle, cependant, car elle appelle sa maman et manque de trancher la tête de Shine. Gamut dit qu'elle a failli faire jaillir le cerveau de Shine comme des nouilles, mais elle est contente de voir qu'elle lui a bien abîmé l'œil. Gamut explique qu'elle fait partie des Gokudo de la destruction et qu'elle est bien plus forte que Yuzawa ne l'était. Shine, cependant, s'en fiche complètement, tout comme du fait qu'il n'a plus qu'un seul œil valide. Gamut le traite de grand parleur, mais se rend compte qu'il est plus que cela lorsqu'elle remarque qu'il lui a coupé la main. Gamut se demande si elle pourrait recoller sa main, mais Shine la frappe plusieurs fois et s'en débarrasse. Nodoka observe avec étonnement, car Shine a toujours réussi à dépasser les attentes qu'elle avait à son égard. Shine se présente à nouveau, mais cette fois-ci, il est rempli de colère. Gamut montre également qu'elle est passée aux choses sérieuses. Elle promet de rendre Shine si malade qu'il regrettera d'être en vie et le fera supplier quelqu'un de mettre fin à ses souffrances. Son pouvoir Gokudo s'appelle Pestilence, et les deux adversaires jurent de mettre fin à la vie de l'autre alors qu'ils se précipitent l'un vers l'autre. Soudain, ils s'arrêtent tous les deux lorsque le téléphone de Gamut sonne. Elle répond, et Shine est choqué lorsqu'il réalise que sa sonnerie est la chanson thème de Flash Princess. Kiwami est à l'autre bout du fil et dit à Gamut que son temps est écoulé, qu'elle est désormais livrée à elle-même. Elle le supplie de lui accorder plus de temps, mais il a déjà raccroché. Shine est prêt à poursuivre leur combat intense, mais Gamut s'ennuie désormais et s'en va. Elle connaît désormais son nom et son visage, alors elle promet de détruire un jour son plus grand bonheur et de mettre fin à ses jours. Elle jure de le plonger dans le désespoir le plus profond et de le rendre malade. Gamut est folle, alors elle lui dit aussi au revoir joyeusement avant de partir. Elle se trompe complètement sur son nom, cependant, puisqu'elle l'appelle Takono Kinoko, et elle n'écoute même pas quand Shine essaie de la corriger. Shine se précipite vers Nodoka, mais il n'a que de mauvaises nouvelles, il aimerait pouvoir dire que tout va bien, mais la réalité est qu'il ne va pas survivre. Cela ne surprend toutefois pas Nodoka, car il a déjà préparé ses derniers mots. Il révèle que les Gokudo se comportent délibérément mal afin d'attirer les ninjas et de les éliminer. Mais surtout, le secret qui leur permet d'y parvenir réside dans un petit bout de papier. Shine est reconnaissant à Nodoka de s'être sacrifié pour obtenir cette information, et il aimerait entendre tout ce que Nodoka souhaite lui dire d'autre. Nodoka utilise ses derniers instants pour dire à Shine qu'il lui doit beaucoup. Shine a toujours été là pour le guider, comme un grand frère. Nodoka garde de bons souvenirs de la façon dont Shine l'entraînait parfois en secret, car grand-père Kai ne voulait pas qu'il apprenne certaines techniques dangereuses.
De plus, lors de la première mission de Nodoka, c'est Shine qui l'a protégé tout au long. Nodoka remercie Shine de l'avoir invité à devenir ninja. Nodoka voulait mettre fin à ses jours depuis très longtemps, mais Shine lui a donné une raison de vivre afin qu'il puisse mourir le sourire aux lèvres. Tout cela grâce à Shine, et Nodoka est sûr qu'un jour, lui aussi pourra sourire. Shine est quelqu'un de si gentil que Nodoka est convaincu que son sourire sera magnifique ce jour-là. Nodoka trouve la paix après avoir pu dire tout cela à Shine, et il sourit juste avant que sa vie ne s'achève. Le bâtiment commence à s'effondrer autour d'eux, mais Shine peut à peine bouger, consumé par sa colère. Pendant ce temps, Kiwami pense à Yuzawa et révèle qu'il lui a préparé un petit hommage. Gamut sait exactement ce qu'il prévoit de faire, alors elle s'enfuit pour sauver sa vie. Kiwami fait ses adieux à Yuzawa et fait exploser tout le bâtiment. L'explosion est massive et cause des dégâts dans toute la zone, mais nous voyons que Shine a réussi à s'échapper avec le corps sans vie de Nodoka. Un reportage révèle que l'explosion a causé des dégâts importants et détruit complètement une grande partie de la ville. Nous voyons ensuite les autres ninjas horrifiés lorsque Shine révèle que Nodoka a perdu la vie. Zanzo est furieux car il se reproche d'avoir laissé Nodoka partir seul, alors il ordonne à Shine de le frapper au visage. Shine s'exécute, et la rage de Zanzo commence vraiment à se manifester. Sa rage est désormais dirigée contre les Gokudo, car il est certain qu'ils continueront à s'en prendre aux ninjas. Zanzo se transforme en son alter ego et déclare qu'il possède le pouvoir ninja le plus puissant. Il peut changer de forme et il est omnipotent, c'est donc à lui qu'il incombe de veiller à ce que ce qui est arrivé à Nodoka n'arrive à personne d'autre. Lorsque Shine est seul, son esprit est submergé par des pensées sur la prochaine attaque des Gokudo. Il est toutefois interrompu par l'arrivée de Kiwami, qui lui propose de l'accompagner faire un tour. Il roule pendant un moment sans que Kiwami ne dise un mot, et Shine se demande ce qui se passe. Kiwami répond en évoquant leur anime préféré, Flash Princess, et fait référence au premier ennemi que le protagoniste a vaincu. Il s'appelait Otokon et était le chef des gorilles démons. Il a défié l'un des héros pour venger son ami, et lorsqu'il a perdu, il a entraîné le héros dans sa chute. À la fin de l'épisode, Ed pleure la mort de son ami démon. Kiwami explique qu'il ressent la même chose en ce moment, ce qui fait comprendre à Shine qu'une personne qu'il connaissait a dû mourir. Kiwami explique que cette personne était un homme bon et l'incarnation même de la gentillesse. Il a toujours cru en Kiwami, et Kiwami dit qu'il était plus qu'un ami, il était tout ce qu'il méritait. Conduire est censé vider l'esprit, mais cela ne fonctionne pas pour Kiwami. Il s'excuse d'avoir fait perdre son temps à Shine, mais il est surpris lorsque Shine lui donne des conseils. Shine dit qu'il ne comprend pas vraiment, mais il dit à Kiwami de faire de son mieux pour rester dans la course. Il dit que les personnes qui sont importantes pour lui méritent d'avoir une place dans sa mémoire. Shine pense à ceux qu'il a perdus et dit de ne pas laisser les souhaits de ses amis se perdre. Il devrait essayer de les réaliser, et Shine jure de ne jamais hésiter à le faire. Kiwami apprécie vraiment ses paroles motivantes et se demande si son amitié avec Shine est comparable à celle qu'il aurait avec un petit frère. Kiwami autorise Shine à l'appeler « grand frère », mais Shine préfère sauter de la voiture en marche. Après s'être séparés, Kiwami rencontre un homme nommé Hiroki. Il roule sur l'autoroute Tato, tristement célèbre pour être un lieu de rassemblement de criminels. Des voyous commencent à les suivre de près, et Kiwami se demande ce qu'aurait fait l'ancien Hiroki. Hiroki a beaucoup changé depuis, mais il était autrefois la légende vivante de Tidal Highway, avec 100 000 hommes sous ses ordres. Les gangs de motards de tout le Japon le vénéraient comme une figure charismatique parmi les délinquants. Hiroki est l'ancien chef de l'armée de motards Psychotam, mais il fait désormais partie des Agokudo de la destruction. Hiroki ne montre aucune pitié lorsqu'il démontre sa capacité à faire danser les balles et fait exploser le véhicule qui les suivait de trop près. Kiwami pensait que les voitures n'explosaient que dans les films, mais Hiroki lui explique que cela peut arriver dans la réalité si l'on tire 2 balles dans le réservoir d'essence. Si le tireur est suffisamment précis, il peut faire en sorte que les balles entrent en collision, et l'étincelle qui en résulte enflammera l'essence. Le pouvoir de Hiroki s'appelle le Bullet Disco, et il est l'un des Gokudo les plus puissants. Il passe toutefois aux choses sérieuses et demande de l'aide à Kiwami. À la vue de l'explosion, Maro détermine qu'il ne s'agit clairement pas d'un accident, et qu'une telle destruction ne peut être qualifiée que de calamité. Après le départ de Maro, nous voyons que c'était en fait Zanzo depuis le début. Il déclare qu'il peut se transformer en n'importe quoi et accomplir n'importe quoi. Le destin des Gokudo est entre ses mains, et il dit que la prochaine calamité sera l'œuvre des ninjas. Ailleurs, plusieurs médecins sont stupéfaits par un chirurgien très exceptionnel. Il a déjà pratiqué 10 opérations du cancer aujourd'hui, et il ne montre aucun signe de fatigue. Les 10 opérations qu'il a réalisées étaient des interventions difficiles qui auraient fait fuir d'autres médecins renommés, mais cet homme les a réalisées avec aisance. Ses incisions sont précises, voire divines, et il les réalise sans même utiliser d'instruments. Personne ne comprend comment il parvient à travailler sans scalpel, c'est comme s'il opérait sans même toucher le patient. Tous les médecins célèbrent son exploit lorsqu'il a terminé, car il a retiré le cancer de 88 endroits du corps de ce patient en moins de 30 minutes. Cet homme est le chef d'une famille réputée pour ses talents médicaux, et son nom est Seko.
Il n'a pas dit un seul mot, mais lorsqu'il s'exprime, il affirme que le Gokudo doit être éliminé. Ailleurs, un restaurant sort son alcool le plus célèbre et le plus cher pour l'un de ses employés. Il s'agit du légendaire cognac, d'une valeur de plus de 400 millions de yens, qu'un homme qui travaille là depuis des années n'a jamais vu auparavant. Il ne comprend pas pourquoi on le sort pour ce nouveau venu et se demande si c'est à cause de ses muscles imposants. L'une des filles qui fait des avances à l'homme explique que cela n'a rien à voir avec les muscles, mais plutôt avec le fait d'avoir du caractère. Pour l'aider à comprendre, elle raconte comment son ex-petit ami, un Gokudo fou, a un jour essayé de l'écraser. Elle avait déjà accepté son sort, mais le nouveau venu s'est placé devant le camion de 10 tonnes et l'a protégé de son corps. Elle dit que les filles aiment les hommes robustes comme lui, et nous apprenons que son nom est Yaji. Yaji rappelle alors aux propriétaires qu'ils avaient un accord. Il vient de faire gagner 1 milliard de yens au restaurant en une semaine, il a donc maintenant le droit de prendre des congés. Il doit partir immédiatement car ses précieux amis l'attendent. De retour à la base, Yaji arrive pour saluer Shine. Shine n'a pas changé du tout depuis leur dernière rencontre, et il est clair qu'il ne peut toujours pas sourire. Yaji a la bonne idée d'inviter Shine à venir dans son club, car les autres qui y travaillent sont des pros pour faire rire les gens. Shine n'est pas intéressé, mais Yaji semble souffrir de TDAH, car il se demande déjà pourquoi Shine a l'œil rouge. Seko est le suivant à arriver, et il s'excuse pour le comportement de son petit frère. Il examine immédiatement l'œil de Shine en tant que médecin et le soigne immédiatement. Shine est émerveillé de pouvoir voir à nouveau, et Seko lui explique que l'art chirurgical de sa famille se transmet depuis 400 ans. Seko dit alors à Shine de venir à son hôpital, car une petite incision dans son cerveau suffira à le faire rire à nouveau. Shine décline l'offre, et Zanzo salue le ninja maudit. Zanzo révèle que les Agokudo de la destruction ont pris la vie de Kai et Nodoka, mais Yaji n'a aucune idée de qui est cet homme. En regardant de plus près ses yeux, il se rend compte qu'il s'agit de leur chef Zanzo, qui confirme que les Gokudo se renforcent grâce à des drogues. Shiki a analysé les drogues et déterminé qu'il s'agissait d'un mélange de divers stéroïdes et de médicaments chinois. Zanzo l'a testé en donnant un petit morceau à un rat, et grâce à ses pouvoirs, le rat a réussi à terrasser un ours. Il est clair que les Gokudo sont au sommet de leur confiance en ce moment, donc Zanzo est sûr qu'ils préparent quelque chose. Comme ils l'ont toujours fait, Zanzo dit que les Gokudo vont attirer les ninjas en commettant un autre acte maléfique. Ailleurs, Hiroki déplore le fait que tant de gens détestent leur vie d'adulte. Kiwami aimerait connaître son plan, alors Hiroki explique qu'il va d'abord contacter ses amis dispersés à travers le monde. Le premier est un homme qui vit dans la saleté. Sa femme ne cesse de divaguer à propos de choses absurdes, et il envisage de mettre fin à tout cela. Il s'appelle Alpha, et l'appel téléphonique de Hiroki le fait fondre en larmes. Il attend depuis longtemps, et il est prêt à exécuter tous les ordres de Hiroki. Ailleurs, un homme est traité comme un moins que rien par son patron. Il est vraiment lâche, car il ne se défend jamais, et il reçoit un appel d'Alpha. Alpha lui explique ce qui se passe, et cet homme, appelé Sigma, est ravi d'apprendre qu'ils ont été sollicités par le dieu des gangs de motards. Le patron de Sigma tente à nouveau de le rabaisser, mais cette fois, il lui assène plusieurs coups de poing au visage avant de démissionner. Lors d'un match de baseball, les fans acclament comme des fous un joueur nommé Omega. Il peut établir un nouveau record de home run lors de sa prochaine présence à la batte, et il est connu comme un véritable tourbillon humain. Il a déménagé tout seul aux États-Unis à l'âge de 18 ans et est devenu une star du baseball. Il a frappé 799 home runs en seulement 10 ans, et le commentateur est convaincu que tout ce qu'il voit maintenant, c'est la gloire sur le terrain. Omega regarde tous ses fans admiratifs, mais en réalité, tout cela ne l'émeut pas du tout. À ce moment-là, Omega apprend qu'il a un appel de Sigma. Omega était commandant d'escouade à l'époque, il s'adresse donc de manière formelle au lieutenant Sigma. Omega est informé de la situation et abandonne immédiatement tout pour répondre à sa véritable vocation. Les autres membres sont contactés partout dans le monde et déclarent que l'âge d'or est enfin de retour. Cela ne fait que quelques minutes, mais Hiroki déclare que 50 000 de ces hommes se rassembleront dès le lendemain. C'est assez incroyable, et Kiwami ne peut que se demander ce qu'il compte faire. Hiroki explique que se déchaîner sans aucune limite est le plus grand rêve d'un gang de motards, car cela permet d'oublier la douleur et l'ennui de la vie. Il y a des années, leur monde de rêve leur a été volé par les ninjas. 100 000 de ces hommes ont courageusement résisté aux ninjas, mais 50 000 d'entre eux ont perdu la vie. Hiroki prévoit de faire revivre leur rêve et jure d'apporter le salut à tous les adultes qui souffrent. De plus, pour se venger des ninjas, lui et ses hommes se battront sur leur autoroute sacrée. Ailleurs, Shine repense à la façon dont Zanzo a demandé aux ninjas de rester vigilants face aux méfaits. C'est alors qu'il remarque Kiwami à proximité, en train de parler à son patron. Ailleurs, Hiroki prend une photo avec certains de ses fans. Il l'admire beaucoup, mais Hiroki a un véritable amour, et il regarde le ciel en lui disant qu'il ne l'oubliera jamais. Les hommes de Hiroki apparaissent peu après et retiennent leurs larmes en saluant leur patron. Hiroki est impressionné par la façon dont Omega est devenu une célèbre star du baseball, mais Omega est simplement heureux d'être de retour. Hiroki reconnaît qu'il est difficile d'être adulte,
Alors ils conviennent tous que ce soir, ils redeviendront jeunes. Ailleurs, Shine et Kiwami tombent sur Shiki, qui prétend être la voisine de Shine. Elle est surprise d'apprendre que Shine a un ami, mais Kiwami reçoit un appel important et s'excuse de devoir partir immédiatement. Shine explique à Shiki que Kiwami est le premier ami qu'il ait jamais eu et qu'il est sûr qu'il a quelque chose de spécial. En effet, il y a quelque temps, ils discutaient et Shine pense que Kiwami a réussi à le faire rire. C'est une nouvelle stupéfiante pour Shiki, qui verse une larme. Tous ceux qui connaissent Shine ont essayé de le faire rire, mais tous ont échoué. Kiwami est le premier à y être parvenu, elle reconnaît donc qu'il est un très bon ami. Shiki est de très bonne humeur après avoir entendu tout cela, elle dit donc à Shine qu'il devrait se tenir la main pendant un moment. Il le fait, ce qui amène Shiki à repenser à leur passé. Shiki ne veut pas révéler la vérité, elle a donc décidé d'emporter ses sentiments dans la tombe. Elle prévoit d'aimer Shine en secret pour le reste de sa vie, mais elle se réjouit de pouvoir profiter du bonheur qu'elle connaît actuellement. Cette nuit-là, nous voyons que le gang de motards de Hiroki s'est réuni. Hiroki attribue tout cela à Kiwami, car c'est grâce à lui qu'ils ont pu obtenir 30 000 voitures. Cela a coûté beaucoup d'argent, mais Kiwami estime que cela en valait la peine pour voir le légendaire gang de motards rouler à nouveau pour la première fois depuis 20 ans. Les deux hommes fument une cigarette et se souhaitent bonne chance. À la base ninja, un corbeau alerte tout le monde que l'autoroute est complètement envahie par le danger. Pire encore, nous voyons que Shiki a découvert un terrible secret. Elle tremble de manière incontrôlable, car la vérité est tout simplement trop terrifiante, et elle est liée à une image jamais vue auparavant. Il s'agit de l'image prise par le monocle de Kai, qui révèle la personne qui a mis fin à la vie de Kai. L'image de Kiwami et Shiki reconnaît immédiatement son visage. Peu après, on voit que Hiroki est dopé par les drogues Gokudo, et il déclare que ce soir, ce gang va retrouver sa jeunesse. Ces hommes foncent dans les rues, et les policiers s'alertent mutuellement au sujet de cette énorme perturbation. Hiroki fait un discours à ces hommes au téléphone, et leur dit d'oublier leurs responsabilités d'adultes. La police ressent la puissance de son gang et appelle désespérément des renforts. Mais cela ne sert à rien, car les Gokudo sont trop nombreux et rien ne peut les arrêter. Hiroki promet de réaliser les rêves de son gang et jure de les ramener à l'âge d'or. La police est affolée lorsqu'elle annonce que des voitures des Gokudo venant de plusieurs directions foncent vers l'autoroute Tato. Elle tente de bloquer le passage des Gokudo, mais Hiroki ordonne à ses hommes de tout détruire, et ils enfoncent la barricade. La police est horrifiée lorsque les Gokudo s'engagent sur l'autoroute, et prennent même la mauvaise direction. Personne n'est à l'abri de leur déchaînement, car les Gokudo détruisent tout sur leur passage. Hiroki ne pourrait être plus satisfait, déclarant que quiconque se trouve sur leur chemin perdra la vie. Les ninjas regardent l'autoroute de Tato envahie par les flammes et le gang de voitures Gokudo poursuivre son déchaînement. Zanzo fait remarquer que la situation est très différente de celle d'avant, car les Gokudo utilisent des voitures au lieu de motos et de lowriders. Zanzo aimerait savoir si quelqu'un comprend ce que cela signifie, alors Shine explique que les Gokudo cherchent manifestement la bagarre. Il provoque les ninjas pour les faire sortir, mais le terrifiant Zanzo déclare que cela lui convient. 30 000 voitures Gokudo tentent de les provoquer, alors Zanzo annonce que les 5 ninjas devront simplement anéantir les Gokudo. Les ninjas sont tous d'accord, alors Zanzo indique à chacun d'entre eux la partie de l'autoroute dont il est responsable. Zanzo demande à tout le monde d'enfiler son équipement et leur dit qu'il est temps de se régaler du mal. Non loin de là, un homme tente de réveiller sa mère après qu'elle ait été blessée sur l'autoroute. Les Gokudo foncent vers eux avec les pires intentions, mais les ninjas arrivent juste à temps pour les aider. Shine déclare haut et fort qu'il est temps que les Gokudo meurent, et il utilise l'incroyable vitesse de ses mains pour arrêter les voitures dans leur élan. Sa rafale d'attaque réduit tous les Gokudo en morceaux, et il leur arrache la tête alors qu'ils sont projetés hors de leur pare-brise. Zanzo explique que les Gokudo encerclent l'autoroute Tato en empruntant 4 itinéraires. Leur travail en tant que ninja consiste simplement à attendre le long de ces itinéraires. S'ils arrêtent les Gokudo ne serait-ce que quelques minutes, les Rex s'empileront et ils auront une barricade. C'est exactement ce que Shine fait maintenant, et nous voyons qu'il a créé un énorme carambolage explosif dans lequel les Gokudo continuent de s'écraser. Shin appelle cela son poste de contrôle ninja et dit aux Gokudo qu'il ne les laissera jamais passer. Ailleurs, le premier ministre Ida n'en croit pas ses yeux. On lui dit qu'il doit se mettre en sécurité, mais il aperçoit une silhouette étrange au loin. Cette personne est Zanzo, mais il se moque d'être vu. Cela pourrait lui causer des ennuis si son identité de ninja était découverte, mais il se rappelle qu'il peut toujours changer de visage. Plus important encore, les Gokudo sont arrivés, alors il utilise son attaque de destruction docile et de chaleur brûlante spectaculaire. Zanzo dit que c'est pour ses camarades tombés au combat, et son attaque recouvre l'autoroute de flammes. À proximité, Shiki met certains blessés en sécurité et n'en revient pas de la cruauté des Gokudo. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et se moquent de faire du mal à des jeunes. Shiki est furieuse, alors elle s'envole dans les airs et utilise sa lame des ténèbres. Elle s'appelle le parfum du sommeil éternel et se répand partout. Elle explique que c'est un parfum produit par les glandes sudoripares de ses paumes. L'inhaler enveloppe directement ses ennemis dans les rêves les plus heureux,
et ils ne se réveilleront plus jamais. Même si leur voiture s'écrase et même si leur corps brûle en cendres, Shiki utilise cette capacité pour détruire plusieurs voitures des Gokudo, et elle passe devant eux alors qu'ils brûlent en souriant dans leurs doux rêves. Ailleurs, les frères jumeaux ninja sont confrontés à Sigma et Alpha. Ces deux Gokudo sont amis depuis très longtemps, et ils se demandent comment les choses ont toujours été ainsi. Ils étaient au collège avec Omega lorsqu'Hiroki les a recrutés pour créer un gang de motards. Après cela, Hiroki était toujours là pour les sauver, et il leur a donné un rêve. Les garçons l'idolâtraient, et il leur avait promis de réaliser tous leurs rêves. Sigma explique qu'une technique perfectionnée devient une compétence Gokudo, et il fait la démonstration de la sienne sur une voiture de police à proximité. Sa compétence Gokudo s'appelle Police Trash, déchet de police, et son attaque réduit le véhicule en morceaux. Les Gokudo sont impressionnés et qualifient l'attaque de Sigma d'œuvre d'art. Sigma révèle alors qu'il a perfectionné cette compétence en détruisant 100 voitures de police. Il déclare qu'il va se battre en duel avec Seko et lui dit de se préparer à son attaque au sabre de style Bzuko. Seko se présente à son tour et dit au Gokudo de s'en prendre à lui. Sigma examine le carambolage provoqué par le ninja et remarque quelque chose. Seko ne porte pas de sabre, mais les voitures semblent toutes avoir été découpées en morceaux par une lame tranchante comme un rasoir. Sigma en conclut que cela a été fait par une main semblable à une épée, et son instinct de maître épéiste lui dit que Seko est un épéiste de haut niveau, tout comme lui. S'il laisse Seko s'approcher, sa vie ne durera pas longtemps, mais Sigma n'a pas peur. Il se moque de tout cela et charge. Sigma décide qu'il devra simplement abattre Seko avec sa lame avant même que la main de Seko ne s'approche de lui. Malheureusement, cela ne se passe pas comme prévu, car Seko utilise sa lame des ténèbres appelée lame glaciale. Sigma est horrifié lorsqu'il se retrouve gelé et son corps coupé en deux. Seko explique que cette technique secrète a été transmise depuis plusieurs générations et qu'elle permet à son utilisateur de transformer ses cheveux en lames. Cela explique les coupures, mais cette capacité a un autre aspect terrifiant. De multiples mèches de cheveux fouettent l'air à une vitesse divine, créant des courants d'air complexes qui provoquent une chute rapide de la température. De ce fait, ces mèches de cheveux deviennent des lames glaciales qui coupent et gèlent tout sur leur passage. Seko a remporté le combat en quelques secondes et se demande comment va son frère. Yaji affronte Alpha, et les deux se présentent officiellement. Leur combat commence instantanément, et Alpha surprend Yaji en esquivant sa première attaque. Alpha riposte avec son pouvoir Gokudo appelé Budapest Smash, et il est ravi d'avoir porté le premier coup. Cependant, sa joie est de courte durée, car il ressent une sorte de douleur et il est choqué de voir qu'il s'est écrasé la main sur le visage de Yaji. Yaji le félicite pour son coup de poing impressionnant et lui explique ce qui vient de se passer. Il commence par décrire en détail un phénomène physiologique commun à tous les êtres humains. Il s'agit de l'électricité piezo, qui décrit comment les os peuvent générer de l'électricité lorsqu'une force leur est appliquée. Les os de Yaji sont des dizaines de milliers de fois plus denses que ceux d'une personne ordinaire, donc lorsqu'il applique sa lame des ténèbres à ses os, cela leur confère des pouvoirs incroyables. La lame des ténèbres de Yaji s'appelle l'homme électrique immortel, et il l'utilise pour éliminer tous les Gokudo. Alpha déclare qu'il n'en a pas encore fini, et nous voyons que Sigma non plus, d'une manière ou d'une autre, ils détestaient tous deux leur vie d'adulte et étaient malheureux. Ils se sentent pathétiques maintenant par rapport à ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes, et ils sont comme des zombies à présent. C'est Hiroki qui les a sauvés une fois de plus, alors pour lui, ils ne cesseront pas de se battre. Ils jurent d'éliminer les ninjas afin de pouvoir rouler à nouveau, et refusent de laisser leur rêve mourir. Ils chargent nos héros, mais leur vie prend rapidement fin. Leur dernière pensée concerne la façon dont ils ont pu vivre leur rêve une dernière fois, puis ils s'éteignent. Ils quittent ce monde avec le sourire aux lèvres, remerciant joyeusement Karoki pour ce qu'il a fait. Ailleurs, une foule s'est rassemblée, émerveillée par la personne qui combat le mystérieux homme en noir. La personne qui les émerveille est Omega, car ils le reconnaissent comme la grande star américaine du baseball. La technique Gokudo d'Omega s'appelle Golden Whirlwind, qui consiste à utiliser sa batte de baseball pour générer une énorme attaque de vent. Omega utilise également la batte pour des attaques directes, et il est impressionné par la vitesse de Zanzo. Zanzo est toutefois absolument terrifiant, car il a retiré un morceau du coupon de l'enfer de la bouche d'Omega. Il a déchiré le visage d'Omega pour récupérer le coupon, et Omega ne s'en est rendu compte qu'à ce moment-là. Zanzo n'est pas impressionné par le coupon, car il souligne qu'il ne peut rivaliser avec le pouvoir d'un ninja. Les ninjas s'entraînent au-delà des limites humaines, et un petit coupon ne remplacera jamais leur travail acharné. Omega s'amuse beaucoup en expliquant que cela fait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de frapper une balle digne de ce nom. Zanzo révèle qu'il est en fait un fan de baseball et qu'il a même regardé tous les matchs d'Omega. Le record de home run d'Omega est à la hauteur de celui des grands noms du baseball américain, ce qui amène Zanzo à conclure qu'Omega fait preuve d'un dévouement farouche et d'un amour incroyable pour le baseball. Bien sûr, cela amène Zanzo à se demander pourquoi il a abandonné toute cette gloire pour se livrer à des crimes violents. Omega explique que l'âge d'or de son gang était tout simplement trop brillant pour qu'il puisse l'ignorer. Pendant qu'il parle, Zanzo prend un uniforme de baseball sur le cadavre d'un fan d'Omega et l'enfile.
Omega ajoute alors que rien ne peut égaler la sensation qu'il éprouve lorsqu'il roule à toute vitesse sur l'autoroute et détruit tout ce qui se trouve sur son chemin. C'est exaltant, et Omega en redemande sans cesse. Zanzo ne le croit pas et se demande si Omega dira toujours cela après qu'il lui ait montré quelque chose. Zanzo se transforme alors en quelqu'un qui bouleverse Omega au plus profond de lui-même. Sous cette apparence, Zanzo salue Omega et lui demande de frapper un home run pour lui. Un flashback montre Omega en train de pleurer à l'hôpital après le décès de cet enfant. Son ami a essayé de le consoler et lui a expliqué que le baseball ne pouvait pas guérir les maladies. Son ami a dit à Omega qu'il devait grandir, mais Omega a déclaré que le baseball était ce qui le maintenait en vie. Il était un délinquant invétéré pendant son adolescence, et il a dit que le baseball lui avait donné une nouvelle façon de vivre. Il voulait croire que le baseball pouvait tout résoudre, mais la réalité a fini par le rattraper. Zanzo souligne qu'Omega utilise le soi-disant rêve de ce gang comme une échappatoire. Il dit qu'Omega a fui le baseball quand celui-ci l'a trahi, et qu'il a fui la souffrance qu'il a endurée à cause de cette expérience traumatisante. Zanzo réitère qu'il est fan de ce sport, et il implore Omega de dire qu'il aime toujours le baseball. Malheureusement, Omega ne peut que s'excuser en répétant que l'âge d'or du Gokudo est trop brillant pour qu'il puisse l'ignorer. Il est clair qu'Omega est lié à ses souvenirs, alors Zanzo n'a d'autre choix que d'utiliser le pouvoir du roi du baseball. Alors qu'il se transforme, Zanzo déclare qu'il va restaurer l'amour d'Omega pour le baseball, puis mettre fin à sa vie. Tous les spectateurs sont alors stupéfaits lorsque Zanzo se transforme en le plus grand batteur que le baseball ait jamais connu. Personne n'est plus choqué qu'Omega, car voir cet homme déclenche un souvenir. Omega était perdu dans la vie et se demandait si quelque chose pourrait un jour l'enthousiasmer autant que faire partie du gang de Hiroki. Il s'ennuyait dans sa vie d'adulte, mais un jour, il a vu qu'un joueur de baseball avait battu le record de home run. Omega a été inspiré, et ce moment a changé sa vie pour toujours. Le détenteur du record était le roi du baseball, et Omega n'arrive pas à croire qu'il se trouve devant lui en ce moment même. Zanzo le défie dans un concours de frappe entre deux rois du home run, et l'humeur d'Omega change complètement. Il se présente officiellement et déclare qu'il utilisera sa batte pour réaliser son rêve. Zanzo se présente à son tour, et tout le monde les regarde avec émerveillement. C'est le match de rêve que le monde attendait, mais les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ils s'affronteront dans un concours de frappe sans balles, et ils frapperont pour sauver leur vie. Le match commence, et les deux joueurs provoquent une énorme explosion lorsque leurs battes s'entrechoquent. La force qu'ils génèrent est immense, et même le Premier ministre est projeté en l'air. Omega est impressionné après avoir vu comment le roi de la batte manie sa batte, car le coup lui a fait vibrer les os. Zanzo dit à Omega qu'il doit travailler le contrôle de sa batte, et lui montre comment faire. Leurs battes s'entrechoquent plusieurs fois encore, et Omega est complètement incrédule face à son idole. Le moment est incroyablement dramatique, et il se demande si une telle chose peut même arriver dans sa vie ennuyeuse. Omega remercie Hiroki de l'avoir conduit à ce moment, et Zanzo fait tomber la batte des mains d'Omega. Zanzo se demande ce qu'Omega pense du baseball après avoir affronté son idole, et Omega sourit. Il dit qu'il adore ça, mais cela arrive juste avant que Zanzo ne lui arrache la tête. C'est un home run incroyable pour Zanzo, et la dernière pensée d'Omega, alors que sa tête vole dans les airs, et que sa vie a été incroyable. Le combat est terminé, mais le Premier ministre a quelque chose à dire. Il a entendu parler des ninjas qui combattent le mal dans le monde sans l'aide du gouvernement ou de la police. Il veut travailler avec eux, mais Zanzo explique que les ninjas n'obéissent à personne et qu'ils suivent leur propre sens de la justice. Il dit que le gouvernement n'a pas sa place dans cette bataille, et il s'en va. De retour auprès de Shin, il dit à certains blessés de se mettre en sécurité. Shin voit une photo de personnes se tenant la main, ce qui lui fait penser à Shiki. Shiki pense également à lui et jure de détruire tous les Gokudo qui se mettront en travers de son chemin. Cependant, elle veut éliminer Kiwami plus que quiconque. Shiki ne peut qu'espérer accomplir cette tâche avant que Shine n'apprenne la vérité sur son seul ami. Ailleurs, Hiroki s'amuse car ce carnage est un rêve devenu réalité. Il ne veut jamais se réveiller de ce rêve, mais il est surpris lorsqu'il aperçoit l'ombre de la faucheuse. Cette ombre est projetée par Shin, qui attaque immédiatement Hiroki. Hiroki se prépare à se défendre, mais Shin sort son pilote à la place. Hiroki tire quand même avec son arme, et ses balles traversent les yeux de la tête de son pilote. Shine comprend que Hiroki est le meneur de ce carnage, alors il exige de savoir quel âge il a. Hiroki révèle qu'il a 39 ans, ce qui rend Shine encore plus perplexe. Il fait remarquer que Hiroki est un adulte et se demande pourquoi il fait quelque chose que seul un délinquant ferait. Hiroki répond simplement qu'un enfant ne peut pas comprendre ce que ressent un adulte, et il commence à provoquer Shine. Il se demande si tous les ninjas sont capables de créer du feu, et Shine devient furieux car il comprend ce que cet homme essaie de dire. Hiroki ajoute alors qu'il n'a mentionné le feu que parce qu'il a tiré dans la tête d'un ninja qui était capable de contrôler le feu. Cette remarque met Shine hors de lui, et il se présente immédiatement. Il remercie ce sale Gokudo, car Hiroki vient de lui donner une raison supplémentaire de mettre fin à ses jours. À ce moment-là, Hiroki tire 2 coups de feu, mais il manque leur cible, et Shine se demande s'il a raté son coup exprès.
Hiroki se présente alors et déclare qu'il va apprendre à Shine à quel point il est difficile d'être adulte. Hiroki tire à nouveau en utilisant son pouvoir Gokudo, ce qui choque Shine au plus haut point. Ce pouvoir s'appelle Pistol Disco et lui permet de faire ricocher les balles sur des débris et de les faire danser dans les airs. Les balles ricochent partout et Shine doit se déplacer à grande vitesse pour éviter d'être touché. Hiroki ne fait que rendre les choses plus difficiles en tirant davantage, et Shine ne sait pas combien de temps il pourra encore les esquiver. Finalement, Hiroki n'a plus de balles, mais il révèle qu'il a plein d'autres armes avec plus de balles. Il explique ensuite pourquoi il aime tant l'autoroute Tato. L'autoroute a une structure très simple pour réduire le bruit, ce qui facilite l'accumulation de débris. À l'époque, Hiroki utilisait tout le temps cette technique contre tous ses ennemis, alors il dit à Shine qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure. Hiroki tire plus de balles qu'il ne l'a jamais fait auparavant et dit à Shine de danser pour lui. Chaque balle qu'il tire crée davantage de débris, et chaque débris finit par devenir un autre élément sur lequel ces balles peuvent rebondir. Finalement, il y a trop de balles pour que Shine puisse les esquiver, et il finit par être touché à la jambe. Hiroki annonce que le combat est terminé et explique que c'est cela, être adulte. Être confronté à des difficultés insurmontables qui vous épuisent et vous brisent le cœur encore et encore. Ce sentiment terrible, c'est cela, être adulte. À ce moment-là, Shine se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Shiki sur ce qu'elle ferait si elle était confrontée à des difficultés insurmontables. La réponse de Shiki était simple, elle a dit qu'elle abandonnerait tout simplement. Hiroki se tient désormais devant lui et lui dit qu'il voit bien que Shine pense jouer un rôle principal dans la vie. Hiroki tire une balle dans la tête de Shine en déclarant qu'il ne joue pas le rôle principal, mais qu'il n'est qu'un personnage secondaire. Hiroki n'arrive pas à croire à quel point il a été facile de vaincre Shine, et il se demande si c'est vraiment tout ce dont un ninja est capable. Cependant, ce psychopathe s'excite lorsque Shine se relève pour l'attaquer, et il déclare que c'est ainsi qu'un ninja doit vraiment être. Hiroki est stupéfait de voir que Shine a survécu à une balle dans le cerveau, et il traite Shine de monstre. Shine ne s'attribue toutefois pas le mérite de cette prouesse et révèle ce qui s'est réellement passé. Au moment où la balle a touché sa peau, Shine a tourné la tête pour suivre la rotation de la balle. Cela lui a permis de dévier la balle avec l'extérieur de son crâne, et il a seulement semblé que la balle lui avait traversé la tête. C'était un pari entre la vie et la mort, et Hiroki est stupéfait par ce dont les ninjas sont capables. Shine repense à ce que Shiki lui a dit à propos du fait d'affronter à nouveau des difficultés insurmontables. Elle lui a fait remarquer que la vie est une succession de difficultés, les adultes luttent constamment contre elles et s'épuisent. Les adultes au cœur brisé sont assez courants, c'est pourquoi elle a simplement abandonné. Elle a choisi d'arrêter de lutter contre les difficultés et de simplement les laisser la submerger. Au lieu d'espérer le meilleur, elle se contentait du deuxième meilleur. Vivre dans le présent est devenu une priorité, tout comme faire de petits pas vers l'avenir. Sa devise était que la vie consiste à se résigner et à essayer d'éviter d'avoir le cœur brisé, c'était son secret pour rester forte et vivre pleinement sa vie. Shine comprend qu'il y avait quelque chose auquel Hiroki ne voulait pas renoncer, et qu'au final, cela lui a brisé le cœur. Il suppose que la douleur devait être si forte qu'Hiroki s'est mis à tout détruire, et Shine ne veut pas connaître cela. Shine déclare qu'il est encore un enfant et qu'il ne veut pas devenir un adulte comme Hiroki. Hiroki en a assez d'écouter son discours, alors il tire plusieurs coups de feu. Il fait remarquer que les jambes de Shine sont désormais inutiles, et que sa vie touchera bientôt à sa fin. Hiroki se prépare à utiliser à nouveau son pouvoir Gokudo, mais Shine l'interrompt. Il déclare qu'Hiroki ne peut pas prendre la vie des gens quand bon lui semble, et il commence à créer ses propres débris. Ses frappes rapides envoient des débris partout, mais Hiroki dit qu'il ne pourra jamais causer de dégâts de cette manière. Il est cependant choqué lorsque Shine révèle qu'il n'utilise pas les débris comme une attaque de projectile, il a en fait cela pour pouvoir voler autour de leur champ de bataille sans avoir à utiliser ses jambes. Hiroki est impressionné par le fait que Shine ricoche sur les décombres, et il crie au ninja, incrédule. Shine se déplace à une vitesse surhumaine et aucune des balles de Hiroki ne parvient à l'atteindre. À ce moment-là, Shine avoue qu'il n'aurait pas pu apprendre cette petite astuce uniquement grâce à son talent. Il révèle qu'il a observé l'attaque de Hiroki plus tôt et qu'il l'a simplement copiée. Shine dispose désormais d'un sérieux avantage grâce à sa vitesse et il l'utilise pour réduire l'écart. Il combine cela avec sa lame des ténèbres, appelée Falling Strike, et coupe le bras de Hiroki. Shine est déçu car il visait le coup de Hiroki, et il se rend compte qu'il doit encore s'adapter à cette nouvelle attaque. Hiroki est extrêmement agacé par le ninja, mais Shine crée encore plus de débris. Il se déplace encore plus vite cette fois-ci, et la frustration de Hiroki atteint son paroxysme. Il repense à tout ce qu'il a fait pour en arriver là et se demande à quoi tout cela a servi. Il a donné 30 000 voitures à Kiwami, rassemblé 50 000 de ses hommes, ils ont embrasé l'autoroute Tato, et Hiroki lui-même a envoyé ses amis les plus proches combattre le ninja. Hiroki a fait tant de choses terribles, et maintenant il se demande à quoi tout cela a servi. Ces questions le conduisent à une vision de son bracelet, et Hiroki entend une fille qui l'appelle « Papa » et lui dit qu'elle l'aime. Il s'avère que lorsqu'Hiroki a quitté la vie de motard et est devenu adulte, il a d'abord pensé que ce n'était pas si mal.
Hiroki a toujours été le genre de personne que les gens aimaient, et il leur rendait leur gentillesse, il était apprécié et il répondait en nature, donc tout allait toujours bien. Finalement, il s'est marié et sa fille, Anna, est née. C'était la première fois que Hiroki se souciait autant de quelqu'un, et il voulait tout donner à Anna. Malheureusement, ce que Anna voulait le plus, c'était que ses parents restent ensemble pour toujours. Au final, Hiroki n'a pas pu lui offrir cela, car sa femme était malheureuse. Ils ont divorcé et son ex-femme s'est remariée avec le chef de la mafia pour lequel Hiroki travaillait. Hiroki pensait qu'au moins Anna serait heureuse, car le chef de la mafia pourrait lui offrir tout ce qu'elle désirait. Il a conservé sa santé mentale en se convainquant que voir Anna lors de leur visite mensuelle lui suffisait. Malheureusement, les choses n'ont fait qu'empirer lorsque leur bureau a été pris d'assaut par les ninjas. Au milieu du chaos, une balle perdue tirée par l'un de leurs propres hommes a mis fin à la vie d'Anna. Elle portait toujours le bracelet assorti à celui de Hiroki, et tout son monde s'est effondré. Hiroki détestait toutes les personnes impliquées d'une manière ou d'une autre, les ninjas, son patron, et même son ex-femme qui lui avait enlevé Anna. Mais plus que tout cela, Hiroki se détestait lui-même de ne pas avoir su grandir. Après cet événement, Hiroki était complètement perdu et il aurait voulu pouvoir revenir à l'époque où sa vie était remplie d'espoir et de rêves. C'est dans ce moment sombre que Hiroki rencontra Kiwami. Kiwami apprit la terrible épreuve qu'il avait traversée et en rendit les ninjas responsables, il recruta Hiroki au sein du Gokudo et déclara qu'ils élimineraient les ninjas ensemble. Hiroki revient à la réalité, et Shine se prépare à mettre fin à ses jours. Shine s'arrête cependant immédiatement lorsqu'Hiroki pointe son arme sur lui-même. Il explique que c'est sa façon de brandir le drapeau blanc, Hiroki a décidé de se rendre car Shine est tout simplement trop fort et qu'il n'a aucune chance de gagner. Hiroki avoue qu'il aime le regard de Shine, car ses yeux sont encore pleins de vie, il les compare aux siens, qui sont ternes, pitoyables et épuisés par la vie d'adulte. Hiroki admet que Shine avait raison, car il n'est qu'un loser écrasé par les difficultés de la vie d'adulte. Le rêve de son gang n'était qu'une échappatoire à ce qu'il ne pouvait supporter, marcher sur les autres et causer des problèmes était la seule chose qui les rendait heureux, car ils étaient des cœurs solitaires que la société ne pouvait jamais comprendre. Hiroki dit maintenant à Shine de reculer afin qu'il puisse assister à la mort pathétique d'un pathétique perdant. Hiroki s'excuse auprès d'Anna, car sa vie va maintenant prendre fin et il n'ira pas au paradis. Mais ce type est toujours un psychopathe, car il prévoit toujours de se venger. Il tire une balle dans sa tête, mais il utilise également son pouvoir pour faire danser la balle à l'intérieur de son crâne. La balle ricoche à l'intérieur, et Hiroki la dirige de manière à ce qu'elle finisse par éliminer Shine par surprise. La balle finit par sortir à l'angle parfait, et Hiroki appelle cette technique Gokudo, la fin du monde. Shine est cependant incroyablement doué, et il arrête la balle du bout des doigts et la dévie vers le ciel. Hiroki se demande comment Shine a pu le voir venir, alors Shine lui révèle qu'il avait lui aussi un regard perçant, il avait compris qu'Hiroki faisait seulement semblant d'être faible, mais il n'avait pas pu cacher son intention meurtrière. Hiroki admet que c'est ainsi que les choses devaient se terminer, et Shine lui arrache la tête. Hiroki est choqué lorsqu'il se retrouve devant deux escaliers et qu'il entend une voix. C'est Anna qui l'appelle d'en haut. Hiroki se demande s'il a vraiment le choix, et il est rempli de joie. Cependant, il ne peut que s'excuser auprès d'Anna, car il prend l'autre chemin, il descend l'autre escalier, car il sait que le paradis n'est pas un endroit où il ira. Hiroki déclare que lorsqu'une personne fait de mauvaises choses, elle doit supporter le poids de ses actes. Au bas des marches, Hiroki retrouve ses anciens amis, et ils sont tous d'accord avec ce qu'il a dit. Ils ont tous juré de rester aux côtés de Hiroki, et Hiroki déclare qu'il est temps pour eux de descendre dans les profondeurs de l'enfer. Shine est surpris que même la vie de Hiroki se soit terminée avec le sourire, et il admet que ce type était plutôt cool. Mais cela n'a pas d'importance, car il reste encore beaucoup à faire. Ailleurs, nous voyons que Gamut a été endormi par le pouvoir de Shiki. Son vrai nom est Tera, et il rêve que sa mère lui répète sans cesse à quel point ses parents l'aimaient. Ce moment agréable est toutefois interrompu par un homme nommé Daejin. Il fait remarquer que le rêve de Gamut ne correspondait pas à la réalité de sa mère, et Gamut est stupéfait de voir tous ses amis morts. Daejin lui fait remarquer que sa mère ne l'a jamais pris dans ses bras et qu'elle était en réalité très méchante avec lui. Daejin lui dit de sortir de son faux rêve et ordonne à Gamut de mettre fin à la vie du ninja, il lui dit de venger ses amis, alors Gamut sort en trompe de la voiture en feu. Shiki se présente et informe Gokudo qu'elle va devoir mettre fin à ses jours. Gamut se présente également et annonce qu'il est du côté de tous les enfants au cœur brisé. Ce fou déclare simplement qu'il veut mettre fin à la vie des gens et demande ce qu'il y a de mal à cela. Shiki l'endort, mais Gamut est à nouveau effrayé par ses amis, il se réveille immédiatement, pour découvrir que sa vie est sur le point de prendre fin. Gamut est cependant incroyablement doué, il esquive l'attaque, et Shiki se demande comment ce type peut se réveiller, car il devrait être impossible à quiconque de briser son pouvoir d'endormissement. Gamut se cache à proximité. Gamut se rend compte que Shiki envoie quelque chose de dangereux dans les airs, alors il se couvre le visage avec du ruban adhésif. Shiki se demande si ce gamin va vraiment se battre comme ça, et elle est choquée lorsque l'attaque de Gamut rate complètement sa cible. Il est clair que ce gamin est fou,
Mais Shiki sait qu'elle ne peut pas baisser sa garde, elle doit rester calme afin de pouvoir mettre fin à la vie de ce Gokudo. Gamut est toutefois terrifiant lorsqu'il entend Shiki et il réussit à la toucher directement. Shiki se demande si Gamut peut voir à travers les interstices du ruban adhésif, mais cela ne peut pas être vrai, s'il y avait des interstices dans le ruban adhésif, alors le parfum de Shiki aurait pénétré dans les yeux de Gamut. Gamut se demande comment il peut voir clairement la ninja, car il peut la voir même sans utiliser ses yeux, tout cela grâce à l'amour que lui témoignait sa mère. Sa mère lui témoignait cet amour chaque jour, et grâce à cela, il peut survivre plus de 30 minutes sans respirer, il peut sentir son environnement à travers le ruban adhésif parce que sa mère l'aimait tellement. Maintenant, avec le LS Coupon, cette petite compétence s'est transformée en un véritable sens supplémentaire. Shiki essaie sans cesse de se calmer, mais malgré tous ses efforts, elle n'y parvient pas. En effet, la situation ne fait qu'empirer, car sa vision de ninja lui montre quelque chose au loin, c'est une vision terrible, car elle voit Kiwami approcher. Gamut reste toutefois concentré sur le combat et supplie ses amis de lui donner de la force. Cela lui permet d'utiliser son pouvoir Gokudo, appelé Pestilence, et il transperce Shiki de son épée. Shiki est submergé par une douleur atroce, et Gamut lui explique qu'il lui a transpercé le foie, la douleur est telle que Shiki n'a jamais rien ressenti de tel auparavant, et elle est insupportable. Gamut se délecte de la douleur de Shiki et se rend compte qu'il n'aime pas son visage, il dit que Shiki ne ressemble pas du tout à un être humain et la traite de monstre. Gamut la transperce à plusieurs reprises et libère toute sa colère parce que les ninjas ne cessent d'emmener ses amis. Shiki parvient à l'arrêter et utilise son pouvoir de parfum pour le repousser. Kiwami arrive et est impressionné lorsque Gamut lui révèle qu'il a mis fin à la vie d'un ninja. Shiki est cependant toujours en vie et supplie Kiwami de s'approcher, elle espère qu'il voudra lui porter le coup fatal, car elle doit s'assurer que sa vie prenne fin avant la sienne. À ce moment-là, Kiwami est surpris car son corps recule de lui-même. Même Gamut est terrifié pour une raison quelconque, car il dit qu'ils devraient fuir pour sauver leur vie, il était sûr d'avoir coupé le foie de Shiki avec son pouvoir pestilence, il est donc impossible qu'elle puisse encore bouger. Shiki refuse de se laisser mourir, alors elle rampe vers eux, elle jure de mettre fin à la vie de Kiwami afin de ne jamais avoir à découvrir qui il est vraiment. Shiki promet de sacrifier sa propre vie afin de pouvoir offrir à son ennemi un sommeil éternel. L'instinct meurtrier de Gamut devient fou, et il comprend que Shiki va libérer un gaz toxique partout. Il dit à Kiwami qu'ils doivent s'enfuir, et nous voyons que Shiki s'est enfin suffisamment approché pour utiliser son sort de parfum sur lui. Kiwami n'est cependant pas idiot, il écoute donc l'avertissement de Gamut et il s'enfuit. Une fois qu'ils sont partis, Shiki ne peut s'empêcher de penser à quel point elle est pitoyable, elle a été égoïste en gardant la vérité pour elle, et elle s'est laissée vaincre si facilement par l'ennemi. Au final, elle a laissé s'échapper la personne qu'elle devait éliminer à tout prix, ce qui confirme à quel point elle a été stupide dans sa vie, ses parents ont perdu la vie dans une querelle entre deux groupes Gokudo, et elle est devenue ninja pour sauver d'autres personnes comme elle a ingéré une substance toxique qui a défiguré son visage, mais elle a fini par comprendre qu'il ne servait à rien de s'appesantir sur le passé. Elle s'est toujours dit que la vie était une question de résignation, ce qui l'a aidé à aller de l'avant. Finalement, elle a rencontré Shine, et il a été le premier à lui dire qu'elle était jolie, elle s'est promis de ne jamais dire à haute voix ce que cela lui faisait ressentir, mais elle était au moins heureuse de pouvoir le ressentir en secret. Quand son esprit revient au présent, elle se rend compte qu'elle est entre les mains de Shine. Shine est bien sûr inquiet pour elle, mais elle aimerait qu'il ne regarde pas son visage laid et sale. Shine a toujours détesté la façon dont elle se percevait, alors il lui dit qu'elle a toujours été belle, et elle n'a jamais cessé d'aller de l'avant, quoi qu'il arrive, et il l'a toujours admirée. Shine lui révèle qu'il l'aime et qu'il aime la façon dont elle a vécu sa vie. Shiki est complètement prise au dépourvu par ces merveilleuses paroles, c'est la fin de sa vie pleine de résignation, mais elle est dans un bonheur total. Si mourir signifie qu'elle peut être aussi heureuse, Shiki dit qu'elle le ferait volontiers encore et encore. Shiki est heureuse d'être dans les bras de Shine, et sa vie se termine avec un sourire sur son visage. Shine pleure un instant, mais il devient rapidement furieux. Il remarque que la lame que Shiki tenait est recouverte de rubans adhésifs, et comprend que Gamut est responsable. À proximité, Kiwami fait ses adieux à Hiroki. Il compare son ancien camarade à un personnage nommé Yankira de l'anime Princesse. Yankira était admiré par les Shindras du monde entier. Il a été vaincu par le héros, mais son charisme écrasant et son amour pour ses camarades étaient quelque chose que Kiwami admirait. Kiwami promet de ne jamais oublier Hiroki et fume une dernière cigarette avec lui. Gamut déclare que c'est maintenant à leur tour de combattre les ninjas, et Kiwami ne peut que se demander ce que ce gamin fou a prévu. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.